Bonjour à tous et bienvenue sur la D17 pour une nouvelle émission du dimanche. Aujourd'hui, je suis avec Louis. Salut Louis. Salut. Et Pierre. Salut Pierre. Salut. Et du coup, nous sommes là, comme chaque émission du dimanche, pour parler de ce que nous avons vu, lu, écouté, senti, goûté, etc. durant cette semaine. Euh, Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de présenter tellement plus l'émission. On a déjà fait plusieurs émissions de dimanche. Nos éditeurs habitués reconnaîtront la méthode et les moins habitués la découvriront. On peut se lancer directement. Si l'un d'entre vous a quelque chose à raconter, quelque chose qui l'a animé cette semaine et qui peut-être l'accompagne. Bah, comme on en parlait juste avant, du coup, il y a effectivement, quelque chose que j'ai regardé cette semaine, donc un film et qui, à mon avis, peut créer des discussions intéressantes parce qu'en plus, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui, je crois, tous, par une porte d'entrée ou une autre, nous intéresse, qu'on soit très documenté ou pas. Puisque j'ai vu un film, alors je vais donner toutes les informations nécessaires. J'ai donc vu un film qui s'appelle, un film américain qui s'appelle Bad Trip, réalisé par Kitao Sakurai, qui est donc ou Sak je sais pas comment ça se prononce, j'imagine comme ça, qui donc est un réalisateur américain, et qui est aussi producteur et cetera. Mais évidemment, ce qui est peut-être encore plus important dans ce film, c'est que c'est un film, dont l'acteur principal est Eric André. Le film est également produit par donc Jeff Tremaine de Jackass, et par plusieurs personnalités du monde de la comédie, et surtout du prank, donc de la caméra cachée américaine. Il y a notamment, donc il me semble en tout cas que pendant au moins une période, Nathan Fielder, qui a fait la série très étrange qui s'appelle Nathan For You, qui est plus ou moins de la caméra cachée, même si le dispositif est apparent, c'est plutôt du piège que de la caméra cachée. Il me semble qu'il a participé. Et donc ce film qui s'appelle Bad Trip, d'abord au niveau de sa sortie, il y a quelque chose d'un peu triste en fait, c'est que ce film-là en fait devait sortir au cinéma et il a été finalement repoussé à cause du confinement. Sauf que, si j'ai bien compris, puisqu'il me semble que c'est bien ça ce qui s'est passé, il y a eu en fait en fait, le film devait sortir au cinéma au début de l'année et sortir sur Internet, sur Amazon Prime Video en avril. Et sauf qu'en fait, tout a été repoussé suite au confinement, sauf qu'Amazon Video, ils ont oublié de virer la date, et donc le film a fuité en fait sur Amazon Video pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'ils le retirent. Donc le film est disponible pour tout le monde actuellement, alors qu'il aurait dû avoir une sortie cinéma. D'autant plus que ce genre de film, c'est toujours très difficile à produire aux États-Unis. Finalement, il y en a pas tant que ça. Il y a aussi Sacha Baron Cohen qui est spécialiste, qui fait le même genre de truc. Et pareil, c'est toujours des films. Sacha Baron Cohen, ça a tellement de succès que ça va, mais je sais que les films Jackass, c'était pas garanti. Il y a que le succès incroyable de l'émission de télé qui leur a permis de le faire. Et des films à base de caméra cachée, parfois c'est très compliqué à produire, ne serait-ce que pour des raisons légales. Et donc ce film qui a eu déjà des difficultés à sortir, qui avait été repoussé plusieurs fois, finalement a fuité sur Internet. Mais il sera normalement, je crois, dispo sur Netflix, en même temps que le special de stand-up d'Eric André. Le special d'Eric André sort, je crois, le 23 juin sur Netflix, et le film Bad Trip, je sais pas s'il sera dispo en France sur Netflix, mais en tout cas, il sort aux États-Unis sur Netflix à une autre date, je crois. Je crois pas que ce soit à la même date. Donc voilà pour cette histoire de sortie qui est un peu particulière, qui m'a permis de voir ce film par des moyens paralégaux, on va dire, que j'ai vu d'ailleurs avec un copain en même temps. En fait, on se parlait par SMS en regardant le film, c'était très amusant, parce que c'est un film extrêmement drôle. Et donc, je vais enfin en venir au film même. Donc, Bad Trip, c'est un film effectivement écrit, produit et avec Eric André, qui donc est ce personnage de la comédie américaine qui a 37 ans, et qui est surtout connu pour une série complètement dingue qui s'appelle le Eric André Show, qui en fait est plus ou moins une parodie de talk show, de late night show, quoi. En sachant que le principe du Eric André Show, c'est que il invite des stars de seconde zone, en essayant que leurs agents qui font qu'elles viennent ne soient pas au courant de qu'est-ce qui se passe en réalité pendant le Eric André Show. Et en fait, ils les piègent et les mettent dans des situations extrêmement à la limite de la dangerosité. Bah, il y a plein d'exemples avec des animaux qui débarquent sur le plateau. Tous les épisodes commencent par Eric André qui détruit le plateau avec son corps, donc il se jette contre les murs, il détruit son bureau à coups de tête. Puis plusieurs fois, il y a des choses comme ça, où il y a des animaux, il y a des gens nus aussi qui arrivent sur le plateau, qui menacent. Il y a des gens qui sont suspendus au plafond par des chaînes et qui volent à travers le plateau pour que les invités sont là. Ouais, c'est vraiment complètement délirant. Et il y a aussi dans le Eric André Show des pranks qui sont quand même voilà, la base de ce film Bad Trip. Donc qu'est-ce que c'est en termes de dispositif? C'est un film qui donc se base sur des caméras cachées. En fait, l'histoire, c'est que Eric André, je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs son personnage, mais croise alors qu'il travaille, il a un boulot de merde
dans un truc de bouffe, quoi, un truc qui vend des cafés, quoi. Et en fait, il croise son ancienne crush de lycée, totalement par hasard. Lui, il est en Floride, et en fait, elle fait que passer. Elle dit: ah non, je dois y aller. Moi, j'habite à New York, je retourne à New York. Et donc, l'histoire du film, c'est que Eric André et son meilleur pote décident de prendre une voiture, qui est la voiture de la sœur de son meilleur pote, qui s'évade de prison, enfin, totalement n'importe quoi. Et donc, cette voiture, qui d'ailleurs est une espèce de voiture de sport toute rose, ils font en fait le voyage du centre de la Floride jusqu'à New York. Et leur trajet est plein de situations où il leur arrive des choses invraisemblables qui sont donc filmées en caméra cachée. Donc, il y a ce mélange de fiction et de caméra cachée qui est. D'ailleurs, c'est marrant parce que je sais pas s'il y a beaucoup. Il y avait Bad Grandpa, qui est un espèce de spin-off de Jackass qui avait déjà fait ça. En France, il y avait eu Monquette de François Damiens, qui était un film intéressant. Même assez bien, je dirais. Et donc voilà, c'est dans cette lignée-là. Euh, donc voilà, je pense qu'ici, il y a des fans du Eric André Show, des gens qui s'intéressent à la caméra cachée, donc il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et puis pour parler de ce film Bad Trip, même si c'est pas un film, je pense que c'est pas extrêmement abouti et qu'il y a quelques problèmes dans ce film, notamment qu'en fait, je pense que la jonction fiction-prank, c'est marrant parce que beaucoup de gens disent que c'est extrêmement bien fait, etc. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a clairement une jonction, en fait, justement. Même si j'admire le risque pris dans les pranks, qui est très drôle et parfois assez fort politiquement, notamment parce que le film quand même commence en Floride et se passe beaucoup dans des États du Sud. Parce qu'en fait, la Floride, on s'en rend pas forcément compte en Europe, mais en fait, la Floride, il y a Miami, où il y a des New-Yorkais et des Blancs riches, et après, le reste de la Floride, c'est un État du Sud très difficile, très pauvre, et, euh, et assez, voilà, assez redneck, quoi. C'est vraiment un État du Sud. Donc voilà, il y a beaucoup de pranks assez dingues, notamment une qui tourne justement autour du fait que c'est un État du Sud, même si c'est plus en Floride, mais c'est pas encore à New York, où il débarque dans un espèce de bar, mais qui est gigantesque, qui en fait est sur une espèce d'aire d'autoroute, donc déjà un truc qui est complètement propre, c'est une espèce de truc gigantesque qu'il y a qu'aux États-Unis en fait, des espèces de. En France, on a des bowling en fait, mais eux ils ont des grands bars. Voilà. Et en fait, ils font n'importe quoi. Eric André boit trop et finit par vomir sur tout le monde et par vomir des litres de vomi. Et donc tout le monde a peur. Il se jette, il escalade le plafond, il se jette du plafond et tout le monde fait ah, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, totalement n'importe quoi, complètement. Et puis ça, c'est une des pranks les moins impressionnantes parce qu'il y a des trucs vraiment dingues. Une séquence dans un zoo notamment qui, je pense, traumatisera tous les spectateurs. Donc voilà, film qui est sympa d'ailleurs, que je recommande, mais peut-être attendre qu'il soit sur Netflix s'il est bien disponible sur Netflix France quand il sortira, histoire de ne pas passer par l'illégalité pour le voir, comme je l'ai fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous, ça vous inspire. Je sais que toi, du coup, Louis, t'aimes beaucoup Eric André, et que toi, Melaine, la caméra cachée, ça t'intéresse comme dispositif. Donc je sais pas si l'un de vous a un rebond sur une chose ou une autre, dans ce qui est déjà un long tunnel. Je vais rebondir, comme tu m'as évoqué en premier, puis ça fait vraiment la continuité, peut-être qu'on parlera après plus largement en fait de caméra cachée, etc. Mais c'est vrai que Eric André, c'est quelque chose de très particulier. Je dis bien quelque chose et pas quelqu'un parce que ça dépasse largement sa personne, etc. Même s'il entretient toujours cette image un peu de mec taré en interview, etc. Au-delà de la fiction. C'est parfois assez étrange parce qu'on se demande où ça commence et où ça s'arrête. Et moi, je l'ai vraiment découvert avec le Eric André Show qui était diffusé aux États-Unis sur Adult Swim, qui est une chaîne de télé quand même assez intéressante, qui propose des choses parfois assez novatrices. En tout cas, c'est de la télévision assez créative, créatrice plutôt, et créative aussi d'ailleurs. On a tendance à oublier en France, où depuis pas mal d'années maintenant, on relaie la télévision au rang de quelque chose de complètement de l'ordre d'une sous-culture, etc. Alors que il y a plein de télévisions qui ont imaginé des choses à des moments donnés, et même en France d'ailleurs, je pense, que ce soit en termes de fiction ou autre. Et c'est vrai qu'Éric André, ça fait partie de ces choses qui, je pense, en plus, doivent d'abord exister à la télévision, avant d'exister sur Internet, parce que comme ça se joue d'une certaine manière des codes d'une certaine télévision pour complètement les transcender, ça a quand même du sens. Après, c'est vrai que ce qui est très spécial avec Éric André, et peut-être l'évoquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu disais de manière d'ailleurs un peu dubitative que c'était de la parodie, et c'est même plus de la parodie au bout d'un moment, tellement ça excède absolument tout. Et je dirais même que c'est même pas forcément catalogable en termes d'humour, c'est que c'est même pas de l'absurde, c'est même pas juste vulgaire. C'est vraiment très très fou et tout le temps imprévisible. C'est-à-dire que des fois, il y a des gags qui sont assez écrits. Je parle vraiment du Rick André Show, où il y a des gags assez écrits où on sent qu'il y a vraiment une mécanique d'humour derrière, qu'il y a une certaine construction logique, entre guillemets.
En tout cas, on comprend qu'il y a un gag, et parfois il n'y a pas du tout de gag, c'est vraiment simplement un déferlement de violence assez, parfois assez angoissant. Hein. La série est pas que juste hilarante, hein. Des fois elle est assez angoissante, tellement jusqu'au boutiste. Et moi, je suis toujours fasciné par le fait que ça puisse passer à la télé. Parce qu'il y a, par exemple, à un moment donné, ils invitent quelqu'un qui est connu, je sais plus pourquoi, et qui en fait, vraiment star de seconde zone américaine, a lancé sa marque de sauce tomate. Ce qui est le cas de beaucoup de... Il y a des youtubeurs en France qui lancent des marques de vêtements. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'anciennes vedettes de télé, de commentateurs sportifs ou autres qui lancent des marques de sauces barbecue, des sauces tomates, etc. Et ils font venir sur le plateau un mec à poil qui met ses parties intimes dans la sauce tomate, et le mec est complètement outré, en fait, qu'on fasse ça avec son produit. Et vraiment, il est très énervé, très remonté, et il savait pas qu'il allait être piégé. Eric André lui dit: oui, mais vous avez bien conscience que beaucoup de personnes vont l'utiliser de cette manière et qu'il faut que tout le monde puisse avoir sa représentation à la télé, quoi. Il y a toujours des rebonds comme ça qui sont assez extraordinaires et qui permettent toujours de, quelque part, donner du sens à ce qui se passe, parce que des fois, ce qui est angoissant, c'est que ça n'en a absolument pas. Et puis, quand même, pour le souligner, il y a des épisodes qui sont d'une inventivité plastique assez folle, notamment cet épisode où deux épisodes se mettent à se chevaucher parce que par erreur, Eric André, en fait, comme tu disais, commence toujours le show en tout détruisant. Et en fait, à un moment donné, il ne s'arrête pas. Donc l'épisode ne commence pas et on voit l'équipe technique autour commencer à s'inquiéter. Et pendant qu'il est en train de casser un truc, ils leur disent: bah, lancez un épisode. Et donc ils lancent l'épisode, mais l'épisode apparaît en surimpression par-dessus. Et donc on a un épisode qui se lance avec Eric André qui continue à tout casser dans le studio. Et donc on a une espèce de surimpression de quasiment 10 minutes qui en plus est ultra cacophonique. Et d'ailleurs, Eric André a fait des études de musique et je trouve que ça se sent complètement. Il y a un Il a truc sorti un presque album brutiste. même, hein. Je sais pas si tu l'as écouté, il a sorti un Non, album sous un pseudo qui s'appelle. Enfin, en gros, il est déguisé en Ronald McDonald et c'est juste ça son alias, mais en fait, il fait rien pour cacher que c'est lui. Juste, il dit d'accord. non, je suis pas Eric André, je suis l'autre, mais il est juste déguisé en Ronald McDonald et c'est ça. Et c'est de la musique totalement cacophonique qui se base uniquement sur des samples et ça ressemble au Eric André Show musicalement, ce qui est assez. Ouais, Ah, je voulais pas te couper, mais c'est assez il y a curieux un quand même. truc presque. Cet épisode, c'est assez flagrant sur le fait qu'il y a un truc presque bruitiste et que c'est pas que de la cacophonie au sens juste un désordre sonore, mais qu'il y a presque quelque chose de musical dans ce désordre. Et notamment tout le jeu avec l'orchestre, par exemple, parce qu'il y a un orchestre comme tous les shows américains. Et en fait, l'orchestre accompagne cette destruction en essayant d'y mettre du rythme, mais finalement, la violence finit par prendre le pas et les deux sons et se mélangent. Et c'est assez fascinant. Et tous les shows s'ouvrent comme ça, ce qui est assez épuisant quand on enchaîne une saison entière en quelques jours. Il y a quelque chose de vraiment épuisant. Et donc, tout ça pour dire que je suis complètement fasciné par ce personnage qui, au-delà de ça, est un comédien aux États-Unis pas forcément reconnu, mais qui en tout cas ne fait pas que ça, c'est-à-dire qu'il fait du doublage. Il a doublé le personnage du petit diable dans Désenchanté, la série Matt Groening qui a été faite pour Netflix. Il a doublé un personnage dans la version live du Roi Lion. Donc c'est aussi un comédien qui gagne à être connu aux États-Unis dans un circuit plus traditionnel, qui rentre en contradiction avec pas mal de choses qu'il fait, et notamment, et j'y viens, tout ce travail autour des pranks, puisque donc son émission, c'est une émission de plateau en quelque sorte, ou en tout cas une parodie de plateau, qui est ponctuée par des séquences de pranks qui sont très très courtes. En général, elles durent maximum 1 minute. Et en fait, ce qui est complètement fascinant et pas forcément très commun finalement, c'est que c'est des séquences qui sont pas du tout centrées sur les piégés. C'est qu'en général, quand on construit un piège en caméra cachée, on va essayer de construire une situation pour y intégrer le piégé, que le piégé, en quelque sorte, rejoigne la fiction qui a été aménagée par le piégeur. Et là, c'est pas le cas parce que les gens piégés, on les entend parfois quasiment pas, on capte juste un moment leur visage un peu étonné ou autre, mais c'est vraiment tout centré sur Eric André qui fait absolument n'importe quoi. Par exemple, il y a un mec qui tombe en vélo, un complice, et lui, il arrive déguisé en pomme de terre en disant: mais regardez, je suis une patate. Et tout le monde dit: mais attendez, il y a un blessé. Et en fait, il insiste en disant: mais regardez-moi, je suis littéralement une pomme de terre. Et tout le monde autour commence à le repousser, etc. Et en fait, tout est centré là-dessus. Et on se concentre absolument pas sur la réaction des gens et sur le fait qu'ils doivent gérer quelqu'un qui vient de se blesser et en même temps un mec qui vient s'asseoir sur le mec blessé déguisé en pomme de terre et autres. Et je trouvais que c'était une des singularités de ce que faisait Eric André justement en termes de caméra cachée, qui peut-être aussi permet de contrebalancer parfois la violence de ces dernières, puisqu'il faut le dire, elles sont parfois très violentes. Et je viens Ça, d'apprendre c'est assez que... curieux et ça permet de se poser. Enfin,
je te rends la parole de suite, mais c'est quand même assez curieux cette violence qui en même temps est toute relative parce qu'il blesse vraiment jamais personne et je crois même qu'il prend jamais le risque de blesser qui que ce soit. C'est que tout ce Physiquement, qui met non, en mais danger, c'est parfois des objets de propriété. Il y a notamment une qui est très drôle où en fait il joue c'est quoi, je crois qu'il joue un policier et il lave les carreaux des gens qui sont arrêtés au feu rouge. Enfin, c'est totalement absurde comme truc. Et il les engueule, ça. Donc tout ce qui risque d'arriver, c'est d'abîmer la voiture, quoi. Mais c'est absolument tout. Et je crois qu'il y a au contraire une espèce de refus de la mise en danger des autres, tout en étant extrêmement violent pour soi-même, par contre, parce que lui prend des risques pour sa vie très souvent. ah oui, c'est presque un cascadeur de toute manière, ou en tout cas, malgré lui, il est devenu quasiment un cascadeur, notamment quand il dégomme son décor, où il se jette vraiment contre le décor, et même s'il y a des protections, etc., enfin, il se jette vraiment comme un fou, quoi. Mais je parlais plus de violence haute que physique, parce que des fois, il y a une forme de violence, comment dire, ne serait-ce que dans les personnages qu'il va incarner. Par exemple, ce moment où il a des lunettes de soleil, où il joue un aveugle, et il demande à quelqu'un, est-ce que vous voyez mon chien? Il a son chien à côté, la personne dit oui, et en fait, il retire ses lunettes, et il a un maquillage qui fait qu'il a de la peau à la place des yeux. Et il hurle, décrivez-le-moi. C'est ça le gag. Et je trouve ça super violent, parce que c'est quelque chose de vraiment abominable qui est amené de manière super violente. Mais oui, physiquement, évidemment, il agresse jamais personne, etc. Il casse beaucoup de choses. Par exemple, il se déguise en flic et il détruit une voiture de police, des trucs comme ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez violent dans la manière d'aller chercher, d'aller provoquer les gens, justement. Parfois même, typiquement, quand il se déguise avec son costume vert, où il fait des incrustations du coup sur son costume et où il va vraiment au contact physique avec les gens, de manière parfois un peu limite quand même. Oui, et Alors puis même, évidemment, les gens qu'il va voir sont des gens parfois, on sent assez tranquilles là-dessus, on sent que c'est des gens qui s'en fichent pas mal ou qui rentrent même dans son jeu en fait. Mais malgré tout, il y a une manière de. En fait, plus largement, je trouve que ce qui est fascinant dans ces pranks, c'est que ça se passe toujours à New York, toujours dans des lieux publics. Et je trouve qu'il a une manière. Enfin, on n'a jamais l'impression que ça se passe vraiment à New York, tellement il a une manière particulière de réinvestir l'espace public et d'en faire un lieu où tout est possible. Et parfois avec une violence folle. Enfin, comme tu dis, il détruit des trucs. Des fois, il rentre dans des magasins, il casse plein de trucs, alors qu'il est pas chez lui, quoi. Évidemment, je pense qu'après, tout est remboursé et autres, mais malgré tout. Il a une manière de s'approprier les espaces qui ne sont systématiquement jamais à lui en plus, et vraiment de se les approprier, qui est assez folle et qui parfois justement rend le truc assez perturbant. Et moi pendant longtemps j'ai cru que c'était truqué, tellement je trouvais ça extrême. Je me disais c'est pas possible d'aller dans un magasin et dans un moment il va dans un magasin de vaisselle en jouant en aveugle et il met des coups de canne partout en fait, comme s'il essayait de se repérer, mais on voit très bien qu'il fait exprès de donner des coups sur les trucs. Du coup, les gens osent pas trop l'arrêter parce qu'ils se disent il est aveugle, le pauvre, en même temps il casse littéralement tout. Et je trouvais ça super violent, quoi, pour le coup. Et on voit très bien que c'est pas truqué, mais en même temps, je voulais pas y croire. il fait la même chose dans une galerie d'art, dans un épisode où il rentre dans une galerie d'art et il casse tout. Et il dit, à un moment, je crois en fait, au début, il se prend juste un peu par accident, mais ça fait déjà très forcé quand tu le vois. Il se prend genre l'épaule contre un objet. Il dit, ah, cette arme m'a fait du mal, et du coup, il donne des coups, il casse tout, mais enfin, bon, on imagine la réaction des gens. Enfin, ça Mais paraît très là, c'est ça intolérable. Et qui en est fait, très drôle. ouais, il refait la plupart de ces gags-là, en fait, dans Bad Trip. Il fait exactement le même gag sur la destruction des œuvres d'art, notamment. Il débarque parce que le personnage de la femme qui cherche dans Bad Trip travaille dans une galerie d'art, et à la fin du film, il la retrouve dans la galerie d'art. Et évidemment, au moment où il rentre dans la galerie d'art, on sait que quand il va sortir, il y aura des choses cassées, quoi. C'est obligatoire. C'est D'ailleurs, toujours comme c'est ce ça. qui est dans ce prank-là, c'est ce qui est très drôle, c'est la manière dont il dit This art hurt me. C'est vraiment cette arme m'a blessé. Et il y a une espèce de comme ça de discours sur l'arme m'a fait du mal, je lui rends, et du coup il détruit les œuvres. Là, pour le coup, c'est une fausse galerie, par contre. Oui, 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 Il n'y a c'est pas de doute sûr. là-dessus. Déjà, le fait que les œuvres, on voit, sont faites de l'espèce de même manière, carton-pâte, que son bureau, qui sont toujours des matières très facilement destructibles et où tout est faux, en fait. Et ce qu'il faut dire aussi, et après, promis, on ouvre sur les Kevin Cachet, ce que tu as évoqué, François Damiens, par exemple, des gens comme ça qui sont aussi, je trouve, assez passionnants. Il y a ce truc où tout, tout est cyclique parce qu'il refait toujours les mêmes trucs, etc. Et surtout, tout est dérisoire parce qu'une fois qu'il a fini de casser son décor, il s'effondre sur une chaise épuisé et le décor se refait de lui-même. On voit les assistants qui viennent remettre un bureau et dès qu'un truc est cassé, il est remplacé. Et il a un décor très simple où il a un bureau, un rideau en fond, son logo d'émission, un globe terrestre, un fauteuil à côté qui est occupé par Hannibal Buress d'ailleurs, dont on pourra peut-être parler On n'a un pas parlé jour de lui, ouais. si on parle de Le stand-up. complice. Voilà, son complice qui est très très drôle et qui fait du stand-up et qui est très très drôle en stand-up aussi. Et il y a un truc vraiment assez fascinant sur le côté dérisoire de ce qu'il fait, où en fait, à la fois rien n'a de portée,
et en même temps, tout est assez violent et amène à être imprégné quand même de ce qui se passe. Et par exemple, quand il va chez les Républicains, il est allé plusieurs fois dans des meetings républicains et il est très clairement pas républicain et il les ménage pas, on va dire. Et parfois, il se retrouve même en public sur scène et il garde son personnage face à une foule hostile et parfois, il se met presque en danger, quoi. La fameuse vidéo chez les Républicains, il y a une mise en danger physique de sa vie, quoi, parce que c'est évidemment beaucoup de militants d'extrême droite américains, en fait. C'est pas parce que évidemment quand il va chez les Républicains, s'il va voir les mecs en costard, c'est pour se foutre de leur gueule. Mais là, ce qui l'intéresse vraiment, c'est pas d'aller voir les mecs en costard, c'est d'aller voir les sudistes redneck dangereux et racistes, quoi. Parce qu'en plus, lui, on l'a pas dit, mais il est noir, en fait. Mais il faudrait peut-être discuter, mais là, je pense qu'on n'aura pas trop le temps, et sinon, ce sera une émission sur Eric André. Mais le fait que tout ça se passe spécifiquement aux États-Unis, je trouve que c'est hyper important, en fait, et que ce qui le rend absolument fascinant, c'est que tout ce qu'il fait devient systématiquement à charge, en fait. Pas forcément à charge dans le sens où c'est engagé, où ça porte un discours. Je crois pas du tout que ce soit ce qu'il fait. Mais malgré tout, il y a toujours quelque chose de très violent aussi parce que ça se passe aux États-Unis et que ça met en lumière des contradictions, mais de manière tellement concrète, parce qu'il est tellement, ça paraît bas du plafond, toujours les gags qu'il fait, c'est toujours des trucs ultra scato, ouais, ultra, comment dire, bête et méchant. Mais où du coup, ça met en lumière des choses assez fondamentales en général. Et typiquement, le Eric André Show qui se passe à New York montre quelque chose de New York qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a l'impression que la ville est faite finalement de marginaux quasiment, ou en tout cas de lieux qui sont ceux qu'on ne voit quasiment jamais en fait. Même au cinéma, j'ai envie de dire. C'est pour ça moi j'ai toujours l'impression que ça se passe pas forcément, enfin, j'ai pas l'impression au premier abord que ça se passe à New York. Parce que c'est tellement un New York qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'image, etc., que ça rend le truc assez presque pas documentaire, mais on voit en tout cas un aspect de cette ville qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir. Parce que il y a cette image de New York comme une ville très classe, qui est la ville culturelle par excellence, ce qui est d'ailleurs assez vrai, et New York, c'est pas du tout les États-Unis pour le coup. En tout cas, une grosse partie de New York, c'est absolument pas les États-Unis, c'est pas représentatif. À New York, un habitant sur 5 parle français, c'est une ville très cultivée, etc. Je dis pas que les États-Unis sont pas cultivés de manière massive, mais en tout cas, c'est pas représentatif. Et c'est une espèce de bulle, en fait, qui est un peu presque européanisée d'une certaine manière. C'est un vrai carrefour, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens. Mondialisé, je pense qu'on peut dire presque. Oui, ouais, beaucoup plus que C'est très globalisé. cosmopolite, ouais, New York. C'est vraiment la ville cosmopolite par rapport à d'autres. Bah lui, il montre Je pas trouve. tellement ça, il montre pas tellement cet aspect de la ville. En tout cas, un aspect beaucoup plus complexe et beaucoup plus on va dire, réaliste dans le sens de ce qu'est la réalité d'une ville aussi, avec tout ce que ça implique de pauvreté, de mise à l'écart, etc. Et il a même pas besoin d'aller en banlieue en plus pour ça. Il est vraiment au cœur de New York. Mais ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand je suis allé aux États-Unis. À quel point justement la pauvreté était pas mis au banc, pour le dire comme ça. Contrairement à la France, où il y a quelque chose d'une sorte de honte, et du coup c'est en banlieue, c'est sur le côté en fait. Côté, et ça ne se mélange pas, tandis qu'aux États-Unis tout est mélangé. Et c'est très troublant. En même temps, je ne sais pas lequel est le mieux en fait, parce que dans les deux cas, il y a quelque chose d'assez insupportable et d'assez d'assez c'est dégoûtant en fait, à la fois dans l'idée de mettre de côté et à la fois dans l'idée justement de tout mélanger et de se dire, enfin, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand je suis allé à Los Angeles, le fameux Hollywood Boulevard, et vraiment 3 rues après, mais vraiment 3 rues après, il y a une rue avec que des tentes et des SDF qui sont dans les tentes au bord de la rue. Et c'est vraiment 3 rues après, c'est pas du tout au même endroit en fait. Moi, je me baladais à pied dans la ville et je suis passé de l'un à l'autre. Et ça, c'est très très troublant aux États-Unis. Ouais, du coup, ça décale un peu la question, mais ça m'y a fait penser ce que tu as dit. Non, mais par contre, ce qui est vraiment fou, c'est que ce que tu me racontes de Los Angeles, c'est exactement ce que me racontent toutes les personnes que je connais qui sont allées à Los Angeles ou qui vivent, puisque j'ai rencontré il y a quelques années un monteur qui habite à Los Angeles. Et toutes les personnes me racontaient la même chose à propos de cette ville, comme quelque chose de très choquant. Et c'était la première chose qui les avait marqués, en fait, en étant à Los Angeles, parce qu'ils se rendaient compte et je sais pas si c'était ton cas. Moi, je parlais de New York parce que c'est la seule ville américaine où je suis allé. Enfin, je suis allé une fois aux États-Unis et c'était à New York et c'est tout. Enfin, je suis pas sorti de New York. Mais il y avait ce côté où finalement toute l'image qu'on a de Los Angeles correspond à quelques mètres carrés
Et tout le reste qui constitue de la ville est une espèce de schizophrénie géante où il y a des rues très luxueuses et littéralement la rue parallèle, des situations de pauvreté assez catastrophiques et qui sont mises au contact en fait. Et d'autant que les rues et les bâtiments se ressemblent beaucoup aussi. Ça aussi, c'est assez étonnant. C'est que, contrairement à d'autres endroits où vraiment tu as les maisons riches et les maisons pauvres qui sont très différentes, Los Angeles, il y a le côté, tout est c'est tellement un aplat en fait que il y a très peu de buildings et de bâtiments en hauteur, etc. Que du coup, il y a aussi cette impression que tout se ressemble un petit peu au niveau des bâtiments. C'est assez étonnant aussi de ce point de vue-là, et je pense que ça ajoute au trouble de voir tout ensemble ou tout côte à côte comme ça, presque cohabiter. Il y avait une histoire de Jean Dujardin, j'avais entendu ça dans une interview, qui racontait qu'il s'était retrouvé dans une tente justement de SDF avec Brad Pitt à l'arrière d'une cérémonie officielle au moment des Oscars, etc., où les deux en pouvaient plus. En fait, justement, ils sont allés se balader à l'arrière en se cachant. Et ils se sont cachés dans une tente de SDF et ils étaient eux deux, avec un SDF. Après, voilà, c'est une histoire de Jean Dujardin que j'avais vu dans une interview, mais ça m'est revenu quand j'ai vu ça aussi à Los Angeles. Je me suis dit, parce que quand tu dis ça dans l'interview, ça semble complètement invraisemblable, en fait. Et en fait, c'est vraisemblable quand tu es à Los Angeles, en tout cas géographiquement, c'est tout à fait vraisemblable. Tu te dis, bah oui, en fait, tu peux très bien sortir de la cérémonie des Oscars en catimini, et puis 3 rues plus loin, t'es complètement ailleurs, quoi. Bah, c'est marrant parce que moi, je peux même réussir à relier ça à la caméra cachée plus ou moins, puisque le film d'Antoine de Maximi, qui s'appelle J'irai dormir à Hollywood, montre très bien ça. Où en fait, Antoine de Maximi, donc il fait un road trip des États-Unis d'est en ouest. Je pense que le film est moins bien que son émission, malheureusement, vu que c'est celui qui fait J'irai dormir chez vous. Je pense que le film, voilà, est pas aussi réussi que son émission, qui est très impressionnant. Voilà un truc de qualité à la télé française quand même. Je sais pas s'il le fait, il en fait encore un petit peu. Il prépare un film là d'ailleurs, qui s'appelle J'irai dormir dans les Carpates, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Et donc en fait, le film se termine à Los Angeles et c'est marrant parce que pendant tout le film, il dit que son projet. Après, on ne sait pas à quel point c'est raconté a posteriori, mais pendant le film, ce qu'il dit, c'est pendant tout le film, il dit à la fin, je vais aller je crois qu'il va aller chez George Clooney. Je vois qu'à la fin, il veut, parce que j'irai dormir chez vous, il va dormir chez des habitants. Il se dit, bah, à Los Angeles, je vais essayer d'aller dormir chez une grande star américaine. Et en fait, à la fin du film, il se retrouve à Los Angeles, et c'est impossible de croiser une star parce qu'elles sont dans leur maison et il n'y a même pas d'interphone. Je crois qu'il montre, t'as même pas d'interphone pour les maisons en fait. Parce que les grandes stars vivent là, mais évidemment, elles doivent se faire emmerder tout le temps, donc ils répondent à personne. Et il finit par aller dormir sur la plage avec un SDF. Et il dit, c'est en fait, si je veux dormir avec un Américain à Los Angeles, c'est beaucoup plus logique de dormir avec lui, en fait. Parce que c'est plus ça la réalité sociale américaine, en fait. D'ailleurs, les plages de Los Angeles sont assez emblématiques parce que c'est à la fois des lieux totalement paradisiaques et fantasmés, notamment par le cinéma et la télé, et en même temps, c'est là où il y a énormément de pauvreté, les plages de Los Angeles, parce que comme il fait beau toute l'année, donc beaucoup de sans-abri vivent sur la plage aussi. Enfin, j'imagine qu'ils peuvent pas le faire sur toutes les plages parce que ça doit être bien sécurisé par la police qui veut que ça reste bien propre. Mais bon, il y a quand même il y a quand même ça, quoi. Et c'est pas vraiment de la caméra cachée, Antoine de Maximi, mais c'est un dispositif similaire. D'ailleurs, il faudrait peut-être utiliser un autre terme que caméra cachée parce que il y a beaucoup de dispositifs qui ressemblent à de la caméra cachée et qui en fait n'en sont pas, mais qui fonctionnent de la même manière. Et par exemple, je parlais de Nathan For You plutôt, qui est donc plutôt du piège, parce qu'en fait la caméra est visible, mais ce qui se passe c'est qu'on ment sur la réalité de ce qui est filmé quand on filme les gens. Je vais raconter ça très vite, parce qu'en plus, si on parle de caméra cachée, ça pourrait être intéressant plus tard. Le principe de Nathan For You, c'est que c'est quelqu'un qui va aider des petits business qui galèrent. Donc il va voir des petits business qui galèrent, mais en gros, il leur donne des très mauvais conseils, et en fait, c'est une émission de télé qui est censée les aider, mais qui en fait crée des situations totalement invraisemblables, qui les met dans la merde, quoi. Et Antoine de Maximi, c'est le genre de dispositif, c'est pas de la caméra cachée, mais il y a l'idée de mettre une caméra de télévision avec un tout petit dispositif et d'aller à la rencontre immédiate en quelque part du réel et de créer. Enfin, ce que ces dispositifs ont en commun, c'est finalement la rencontre, le clash, quoi, entre un dispositif de télé que d'ailleurs, en plus, ça c'est souvent intéressant que les gens connaissent en fait. C'est dans l'imaginaire des gens, en fait, la télévision, et même la caméra cachée, souvent, ce qu'elle crée, c'est des situations de fiction qui évoquent la télévision et le cinéma. Et donc, cette rencontre-là, au final, c'est toujours ce qui est montré dans ces dispositifs. Et donc, voilà, Antoine de Maximi, c'est complètement ça, quoi. Il a genre 3 caméras sur lui, je crois. Et d'ailleurs, toutes les interviews, il le dit, la seule raison pour laquelle ça marche, J'irai dormir chez vous, c'est parce qu'il a 3 caméras sur lui, sinon ça marche pas. Tu veux dire au niveau de sa capacité à aller chez les gens ou la manière dont l'émission est construite? Les deux, mais c'est surtout pour dormir chez les gens. En fait, la seule raison pour laquelle il arrive à créer le contact avec les gens et à dormir chez eux, c'est parce que les gens, ils le voient, ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois? Enfin, tu vois, les mecs, en plus, ils parlent genre aucune langue, ils parlent même quasiment pas anglais.
Ça m'a toujours fait rire qu'au bout de 15 ans d'émission, il parle toujours à peine anglais. Et en plus, il se retrouve voilà, au fin fond de l'Europe de l'Est, en Chine, au Japon, et il finit par dormir chez les gens, quoi. Donc il connaît pas les gens, mais il peut pas leur parler. Mais en fait, les gens, ils voient les caméras et tout de suite sont intrigués, et donc lui, il arrive à se faire comprendre tout de suite. C'est pas très compliqué de se faire comprendre d'ailleurs dans ce genre de situation, à mon avis. Je veux dormir chez vous. Bon. Je pense qu'en plus, il doit avoir l'habitude de se faire comprendre sans avoir besoin de parler la langue. Mais voilà, et donc oui, c'est surtout ce côté-là en fait qui est possible que parce que ça intrigue tout de suite les gens. Et d'ailleurs, Nathan For You montre très bien ça aussi. En fait, les gens font des choses absolument incroyables. Ils se ridiculisent uniquement parce qu'il y a la caméra. Et s'il n'y avait pas la caméra, ils n'accepteraient pas de se ridiculiser comme ça, en fait. Il y a une espèce de respect de la caméra. Donc, du coup, la caméra cachée fait un peu le contraire, mais quelque part, la caméra cachée crée la situation de respect de la situation. C'est-à-dire, tout à coup, il y a un mec qui sort d'une banque avec des sacs de billets, et les gens ont une réaction tout de suite. Il y a une espèce, pas vraiment de respect, mais de réaction instinctive, en fait, face à ça, quoi. Et toi, Melaine, qu'est-ce que tu disais que ça t'intéressait pas mal, la caméra cachée? Est-ce qu'il y a des trucs dont on n'avait pas encore parlé qui te viennent en tête? Alors moi, ça m'intéresse beaucoup. En même temps, j'en ai pas vu beaucoup. Par rapport au dispositif enfin, par exemple, Eric André et Nathan For You, je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. Par rapport au dispositif dont tu parles de Nathan For You, ça me fait penser au dispositif de Greg Guillotin en France avec le pire stagiaire. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Moi, j'aime pas beaucoup. En fait, j'aime bien certaines caméras cachées de Greg Guillotin, notamment à l'époque où il faisait un personnage qui s'appelle Bengi, notamment où il organisait des dates avec des femmes. Et en fait, c'était vraiment en caméra cachée. Et lui, il était là avec il faisait un personnage qui avait des grosses difficultés à s'exprimer et qui est avec habillé en une sorte de pyjama avec une grosse peluche de dauphin. Et, le personnage est assez fort, assez drôle parce qu'en même temps il est attachant. Enfin, ce qui est drôle, c'est que la façon dont il joue ce personnage ne joue pas avec une condescendance envers son personnage en fait. Il est pas, je trouve que voilà, il joue, voilà, il a pas ce regard surplombant sur son propre personnage qui serait une sorte d'attardé ou quoi que ce soit. Non, il le joue avec une certaine proximité qui est très attachante, je trouve, et qui du coup donne des situations très drôles dans les rencontres avec les femmes et notamment les différentes réactions, certaines qui sont justement directement condescendantes, d'autres qui au contraire sont presque touchées par lui et qui en même temps dans le cadre d'un rendez-vous galant comme on dit, ça passe pas, mais qui en même temps sont touchées par lui, etc. Pas mal de pranks avec Bengi que je trouve intéressant. Par contre, ce qui me gêne un peu plus dans Le Pire Stagiaire, qui est du coup une émission un petit peu sur le même format donc, que Nathan For You, et c'est en fait ils vont chez des travailleurs de différents métiers et en fait ils se font passer pour une émission de France 3, je crois, qui fait une émission sur leur travail et en amenant un stagiaire d'un jour en fait. Et sauf que le stagiaire c'est un stagiaire pire stagiaire, quoi, en fait, tout simplement, comme le titre de l'émission. Et il y a différents personnages. En fait, selon les émissions, lui, il joue un personnage différent. Et il y a le petit-fils de Bourges. D'ailleurs, peut-être le plus drôle, je trouve, c'est le petit-fils de Bourges qui, du coup, n'ose rien toucher, qui tutoie directement le maître de stage, qui ne fait que dire oui, mon père et moi, nous avons tant de maisons, etc. Non, mais vraiment, je ne m'abaisserai pas à effectuer cette tâche, etc. Et il y a un personnage qui est une sorte de drogué, écoute de la musique à fond et qui est hyper paresseux. Enfin bref, il y a différents personnages. Et du coup, selon l'émission, à chaque fois, il joue ce personnage, il le joue extrêmement bien. C'est vraiment un comédien assez formidable et qui ne perd jamais son sang-froid, etc. Et du coup, l'idée, en fait, c'est en quelque sorte, de pousser à bout la personne, de toujours aller plus loin dans le pire stagiaire et de voir, en fait, où on peut aller avec un travailleur en une journée dans le cadre d'une émission qui est censée être une émission pour France 3. Et moi, en même temps, en fait, ça m'intéresse comme dans le principe, disons. Et ce qui me gêne souvent dans le pire stagiaire, c'est qu'il y a justement cette mécanique du pire, en fait, de constamment échelonner de pire en pire en pire en pire. Et je trouve ça très violent en fait envers la personne, même si évidemment il y a toujours le moment de la révélation. D'ailleurs, manque souvent dans les caméras cachées qu'on voit sur Internet. Je trouve qu'il manque souvent ce moment de la révélation qu'il y a une caméra, qui est toujours un des plus beaux moments, je trouve, où la personne là d'un coup se dit ah, il y a une caméra, il y a toujours quelque chose un soulagement corporel très très fort qui se voit, qui est instantané.
qui est toujours très émouvant, je trouve, et qui manque souvent dans les vidéos où on ne montre pas ça, alors que c'est un des plus beaux moments. Mais du coup, avant ça, en fait, il y a quand même quelque chose qui monte et qui fait monter la violence, qui me plaît moyennement. Et, par contre, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la caméra cachée particulièrement, c'est l'idée de se poser dans un lieu ou dans une situation sociale et expérimenter. En fait, c'est vraiment, c'est comme, en fait, c'est presque, c'est là, c'est en ce sens que je trouve que c'est d'artiste, si on peut dire. C'est vraiment poser une méthode et expérimenter à partir de cette méthode. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup François Damiens, parce que lui, je trouve qu'il ne pousse pas, il n'est pas dans l'idée de pousser les gens à bout, dans l'idée de plus d'une partie de tennis ou quelque chose de cet ordre-là. C'est plus c'est jouer avec les gens en fait et faire jouer les gens en quelque sorte, mais faire jouer pas en les violentant, mais faire jouer comme un metteur en scène en fait. Il est personnage metteur en scène. C'est ça qui me plaît beaucoup chez François Damiens, qui du coup lui sa façon de faire des vidéos généralement c'est de jouer directement pour le coup un travailleur. Donc il y a, je sais plus, il y a plein de choses différentes. Il y a un boulanger, il y a un caissier, il y a un policier, un mec qui travaille dans des trucs de tuning, un conducteur d'auto-école. Enfin, il y a énormément de choses qui sont disponibles sur YouTube d'ailleurs. Et lui, du coup, et ce que je trouve extraordinaire avec François Damiens, encore plus en fait que sa qualité de comédien, c'est sa qualité de metteur en scène. C'est à quel point il arrive à jouer avec l'autre et à faire en fonction toujours de ce que fait l'autre. Qui m'impressionne beaucoup chez François Damiens, je trouve manque chez Greg Guillotin dans Le Pire Stagiaire, c'est qu'il est toujours dans la même mécanique de un peu plus pire, si je puis dire comme ça, d'échelonner en fait de pire en pire, qui du coup en fait n'est pas une mécanique qui s'adapte à ce que fait l'autre parce que c'est toujours de pire en pire, tandis que François Damiens, c'est toujours le personnage, enfin la personne en fait qui arrive en face, qui ne sait pas qu'il y a une caméra, qui se fait piéger et qui du coup se retrouve par exemple face au boulanger qui se gratte les fesses avant de passer le pain. Et ben comment la personne va réagir. Et François Damiens, il est extrêmement fort en fait pour adapter son jeu en fonction de comment la personne vient de réagir. Et c'est ça moi qui m'impressionne et qui m'intéresse beaucoup dans la caméra cachée, parce que voir en fait en quoi comment dire, en quoi la fiction s'immisce en quelque sorte dans la réalité, pour le dire un peu grossièrement, parce que j'aime pas trop dire ça, parce que encore créer des strates qui n'ont pas forcément à être déliées, mais disons que c'est ça, c'est comment chacun joue un personnage et comment on peut, disons il y a des rapports constants qui se jouent et qui font évoluer ce personnage en fait. Il y a quelque chose de toujours fluctuant, même dans l'identité en fait. Même dans l'identité justement de François Damiens, quand il campe un personnage, ce personnage est extrêmement modulable en fonction de la situation, et ça je trouve ça très beau. Je trouve que c'est très vrai ce que tu dis et que ça se vérifie dans le fait que les personnes qu'il va entre guillemets piéger sont complètement partie intégrante de ce qui est en train de se dérouler. Et tu l'as dit dans le fait, par exemple, que son personnage se recrée systématiquement au fur et à mesure en fonction de l'échange qui a lieu. Et aussi dans le fait qu'il peut il peut très bien accepter parfois que quelqu'un soit plus drôle que lui. Et ça peut faire partie du gag et ça peut très bien justement donner le ton humoristique de la caméra cachée. Et parfois, alors il y a des cas où les réactions sont un peu attendues et on va rire parce que c'est exactement la réaction qu'on a attendue, etc. Et des fois, la réaction est assez inattendue. Pas forcément inattendue dans le sens étrange ou autre, mais inattendue dans la mesure où la personne va justement adapter elle-même sa réaction en fonction de la personne et parfois faire preuve d'empathie. Par exemple, quand il va jouer un idiot, il y a des gens qui peuvent avoir des réactions assez belles et où tout à coup ça va être moins drôle et plus touchant. Et je pensais par exemple à une caméra cachée qui m'a toujours pas mal touché parce qu'elle est pas si bébête que ça, mais c'est où le personnage de Benguy de Guillotin, pour revenir à lui, va fêter l'anniversaire de son petit dauphin en peluche à l'hippopotamus, où il va un peu Ah oui. intégrer, il va intégrer tout le restaurant à l'anniversaire. Et les gens font preuve d'une bienveillance assez sincère, et c'est pas du tout méprisant, c'est pas du tout du bon sentiment guimauve, mais c'est au contraire des gens qui vont juste faire plaisir à quelqu'un en se faisant plaisir aussi, qui font une petite fête d'anniversaire, etc. Et je trouvais que en fait, elle est pas drôle cette caméra cachée, elle est juste sympathique en fait. Et justement, tu disais, c'était juste de lancer une situation et observer ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que François Damiens, il va jamais proposer la même chose. C'est-à-dire que même sans savoir qui il a en face de lui, en tout cas dans ce qui restitue, parce que certainement il y a plein de choses qu'il montre pas,
Mais dès que la personne arrive, avant même qu'il sache qui elle est, comment elle va réagir ou autre, il va lancer une situation différente. Tu vas jamais voir dans un épisode de Caméra cachée 2 fois le même départ, où il va faire le même gag, la même bêtise, la même absurdité, etc. Alors que par exemple, je pense aux caméras cachées québécoises qui sont l'exact inverse. C'est Juste pour rire. Je sais pas si vous voyez ce que c'est avec les rires enregistrés. Il n'y a pas de son d'ailleurs, c'est des rires enregistrés assez insupportables. Où en fait, c'est toujours la même situation. Et en fait, on va juste observer les différentes réactions des gens à partir d'une même situation. Donc là, il y a un truc beaucoup plus scientifique en quelque sorte. On a quasiment un protocole, quoi. Il y a une action qui va être répétée indéfiniment et en fait, on va nous montrer 2, 3 fois l'action. On a bien compris comment ça se passe et après, on nous montre la réaction des gens. Et je trouve que le principe de François Damien, c'est beaucoup plus intéressant parce que justement, il va sans cesse se déployer et s'inventer en fonction de la situation, justement. Et donc, on n'est pas fermé sur un gag dont la mécanique prendrait en otage, en quelque sorte, les victimes, mais au contraire, un truc qui va se faire, comme tu le disais avec l'image du match de tennis, avec les gens, et où du coup, tu as employé la notion de fiction, mais elle est intéressante parce que du coup, il y a un truc qui s'écrit entre les deux de manière tacite, et où François Damiens va récupérer ce que les gens lui donnent, le rendre d'une certaine manière, en faire quelque chose, mais où les gens, sans le savoir dans un premier temps, sont partie intégrante de cette écriture qui est en train de se déployer. Et c'est ça qui est assez fascinant en fait, et c'est ça qui fait aussi la qualité de quelqu'un comme François Damiens, qui est pas juste un clown en fait, mais qui est quelqu'un qui va justement mettre en scène des situations. Et l'exercice est absolument sidérant quand on réfléchit 2 secondes en fait, parce qu'il arrive à déployer des petites histoires, des petites situations qui ont parfois leur cohérence interne, avec un début, un milieu, une fin, parfois même quasiment un schéma actentiel, et quasiment parfois un petit schéma dramatique qui se joue en fait. Assez rapidement, avec des gens qu'il connaît pas, qu'il rencontre, etc. Moi, je trouve ça assez fascinant aussi d'un point de vue de, j'allais dire presque du travail de. Ouais, tu le disais, de metteur en scène, mais il y a aussi quelque part un travail d'écriture, je trouve. Au-delà d'incarner des personnages loufoques, ce qu'il fait absolument bien, et je pense que c'est quasiment une condition d'ailleurs pour bien réussir ce genre de caméra cachée, c'est d'abord d'être un excellent comédien. Et c'est le cas de tous les gens qu'on a cités pour l'instant, je pense. Moi, c'est un truc qui me sidère aussi pas mal, c'est à quel point ils ont cette capacité d'incarnation de personnages parfois caricaturaux ou moins caricaturaux, où juste François Damiens, on lui met une perruque et ça devient quelqu'un d'autre, quoi. D'ailleurs, tu C'est assez parlais tout à sidérant. l'heure, Pierre, de Éric André qui commençait à jouer ou à faire des voix dans des films. Damien, il a joué maintenant dans quand même beaucoup de films et c'est un excellent comédien à mon avis, hein. Il y a quelques films qu'on pourrait citer dans lesquels il est très très beau et pas toujours humoristique d'ailleurs. Moi, je pense notamment à La famille Wahlberg de Axel Roper, qui est vraiment un beau film dans lequel il joue un père de famille qui ne va pas bien et pour qui c'est difficile et il le joue extrêmement bien. Il est très beau dans ce film. Ouais, moi, j'avais vu, c'est marrant, il est passé à la télé pendant le confinement et j'avais vu un extrait. J'ai très envie de voir ce film, mais je l'ai pas encore vu. J'ai vu un extrait sur Facebook de la chaîne de télé qu'il passait, c'était soit Arte, soit France 2. Et c'est juste lui qui parlait pendant 50 secondes où il engueule un autre mec. C'est un peu drôle, et en même temps un peu triste. Il s'engueule avec un mec qui lui, en gros, il dit vous êtes qu'une merde, un truc comme ça. Et enfin, c'est hyper impressionnant comment il a ce talent d'incarnation complète, quoi. Alors qu'en plus, c'est un mec qu'on pourrait considérer comme incapable de jouer autre chose que lui-même. Parce que le fait qu'il ait voilà, son accent belge, son physique qui est assez atypique quand même, et pourtant, il a une capacité de modification très forte. Et moi, je connais. Ouais, parce il l'a fait dans beaucoup de films aussi, et puis on l'a réduit à ses quelques rôles humoristiques en oubliant tout un pan de sa carrière. Enfin, pas grand monde pense au fait qu'il est dans le tip top de, de, Boson, ouais. de Boson, par Oui, exemple. bah moi, c'est un des Mais seuls on le réduit films toujours au dramatiques que personnage j'ai vu. Tip top. bah, en fait, on pense d'abord à Dick Henneck, en fait, typiquement. D'ailleurs, il n'a pas toujours non plus son accent belge, hein, parce que récemment, j'ai aussi vu Au témoin d'un doute de Karine Tardieu, je crois, ou Corinne Tardieu, un film sympathique et il joue aussi d'ailleurs un rôle dramatique, même si le film est assez drôle, mais c'est un rôle voilà dramatique quoi, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est pas un comique quoi. Et dedans, il a pas l'accent belge du tout, même assez presque étonnant. Mais du coup, moi, je pensais à son film, parce que je connais assez peu ses caméras cachées, j'en ai vu que quelques-unes. Par contre, son film m'avait vraiment impressionné. Pour notamment une manière, mais c'était même
pas d'aller dans le pire, parce que bon, évidemment, le gag le plus traumatisant de Monquette, c'est celui avec le footballeur de seconde zone. Ça, c'est vraiment traumatisant pour n'importe qui a vu le film, et extrêmement drôle. Et moi, un des gags que je trouve le plus dingue, et pour vraiment ce que tu disais, je crois que c'est toi, Louis, qui disait ça, sur le fait de, comment dire, d'accepter que quelqu'un est plus drôle que lui. Et dans Monquette, il y a ce moment où il est à l'hôpital, et en fait, à la télé passe le fait qu'il s'est évadé. Et en fait, le mec à côté de lui se tourne vers lui et lui dit qu'il n'y a pas de caméra dans le parking et qu'il peut s'enfuir par là. Et ça, mais j'avais trouvé ça incroyable. Il y a vraiment un rapport à la fiction là qui est très particulier, parce que la personne qui dit ça, tu sens qu'elle est entièrement sérieuse, elle a aucun moyen de se douter. Et en même temps, c'est une situation qui, en termes de fiction, est plausible. C'est une phrase de film de gangster, ça, totalement, qui d'un seul coup arrive dans le réel et qui en plus est extrêmement, extrêmement drôle. Ils se parlent pas du tout, et l'autre lui dit juste ça, et du coup, enfin, moi, c'est le moment qui m'a le plus Ouais, en marqué. fait, parce qu'il le voit, ouais, parce que du coup, il le voit à la télé, il regarde à gauche, et évidemment, François Damiens, en fait, l'idée de ce prank-là, de cette scène-là. D'ailleurs, on n'a pas dit quel était le dispositif de Monquette, mais en gros, c'est un film de fiction, plus ou moins, avec des scènes raccordées, donc qui raconte quand même une histoire, mais avec à partir d'une succession de caméras cachées. Et du coup, dans cette scène-là, ouais, il s'évade, et il y a son image à la télé, donc on recherche François Damiens, ce machin et tout. Et en fait, l'idée du prank, c'était justement de d'essayer de faire en sorte que les gens le voient à côté et de voir leur réaction, quoi. C'était l'idée du truc, et du coup, il fait exprès je sais plus comment il joue, j'ai vu le film il y a un moment, mais mon souvenir, il se met en évidence, il se met en évidence tout en essayant de se cacher pour quand même que ça reste un minimum réaliste. Puis la personne à côté le reconnaît, en fait, et puis en plus, oui, moi je trouve ça extraordinaire aussi. Et en plus, il y a une sorte de complicité qui naît entre les deux, qui est incroyable, quoi. Ouais, puis c'est presque touchant en fait, parce que le mec en face lui veut beaucoup de bien au final, et il le fait presque par spontanéité bienveillante envers lui. Qui est assez étonnante en plus, parce que tout ce que la télé dit, c'est qu'il s'est échappé de prison, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez drôle. D'ailleurs, enfin moi je sais pas si c'est votre cas, mais quand on voit cette scène, il y a tout de suite le soupçon en tant que spectateur qu'en fait la personne à côté est peut-être une personne qui a connu la criminalité, en fait. Et du coup, le rapport entre les deux est encore plus touchant, quoi. Il y a une espèce de. D'ailleurs, les caméras cachées sont très Et, souvent il le dit pas anti-flics, hein. d'ailleurs, il me semble qu'il le dit, non? Je crois Il y a qu'il le lui dit, personnage je justement, je connais, crois oui, qu'il lui dit il à un lui moment dit, oui, donné, je connais ça, j'ai fait 10 ans dans telle prison, oui, oui. voilà, quelque chose comme ça, ouais, ouais. Oui, bah oui, en fait, c'est même pas un soupçon, Incroyable c'est quand qu'en fait, même, c'est c'est vraiment le cas. incroyable. Ouais, je crois bien. Et dans les caméras cachées, du coup, je trouve qu'il y a aussi souvent, ça c'est assez agréable quand même, c'est que c'est souvent très assez anarchiste en fait, les caméras cachées. C'est vraiment parce que le dispositif fait que le contenu l'est souvent. C'est-à-dire qu'en fait, le dispositif est tellement pirate que très souvent, le contenu des caméras cachées, ça va être de défier absolument l'autorité en fait, ou de pousser les gens à le faire. Et dans le film d'Éric André, dans Bad Trip, comme ça, je boucle un peu tôt la boucle, mais il y a beaucoup de moments comme ça où il y a des. Il y a par exemple le personnage de la sœur qui du coup traque les deux qui sont partis à New York, vole une voiture de police et elle roule à fond sur. Donc d'abord, une des premières scènes du film, c'est elle s'échappe de prison. Donc, en fait, il y a un camion de prisonniers qui est dans une rue. Et en fait, elle descend d'en dessous le camion et il y a un mec qui est juste à côté du camion en train de laver le mur, de laver des tags. Et en fait, elle lui dit putain, tu sais pas pourquoi je peux me casser, il y a des flics à mes trousses. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Et plus tard dans le film, elle vole une voiture de police. Et en fait, sur l'autoroute, elle fait des fuck. En fait, elle casse la portière de la voiture de police. Et du coup, il n'y a pas de portière à sa voiture. Et en fait, souvent, pendant le film, elle conduit sur l'autoroute et elle fait des fuck aux gens qui roulent à côté d'elle. Donc il y a vraiment un côté hyper punk presque. Enfin, ça, c'est très Eric André. Et Monquette fait complètement ça, encore une fois. Et d'ailleurs, oui, on parlait de côté fictionnel, et il y a aussi dans Bad Trip, pour moi, une des pranks qui, en termes purement techniques, est la plus incroyable. En fait, une des premières scènes du film, c'est une comédie musicale qui est intégrée à une prank. C'est-à-dire qu'Éric André commence à chanter, et il y a des danseurs qui apparaissent et des chanteurs, sauf qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de musique quand il est en train de le faire, et que la musique est rajoutée en post-prod, c'est même accentué formellement. Et du coup, les réactions des gens sont. Enfin, j'ai rarement autant ri devant une prank en sachant que les gens, ils voient juste des gens qui sautent, qui courent partout et qui dansent, et qu'il n'y a pas de musique, et la musique est hyper artificielle et totalement plaquée. Et du coup, il y a une espèce, mais c'est toujours le côté presque déconstruit de la prank en fait chez Eric André, où ça va tellement loin, ou même le fait que les bruitages sont extrêmement accentués chez Eric André. Dès que quelqu'un claque dans ses doigts, ça fait pfff, hyper fort. Dès que quelqu'un tape un objet, ça fait un bruit d'immeuble qui s'écroule. Enfin, voilà. Et bon, pour le coup, Monquette joue plus sur le côté, c'est un côté plus tendre, mais j'aime beaucoup le film aussi. D'ailleurs, Monquette, à la fin, il y a ce truc complètement dingue où ça se passe en Afrique à la fin. Et il y a une espèce de prise d'otage. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, ça, je me souviens.
Oui, oui, c'est ça. Il discute avec un homme très riche. Je crois que c'est au Cameroun, il me semble. Et puis en tout cas, il discute avec un homme très riche avec qui il doit faire une sorte de transaction. Et en fait, l'homme, il reçoit un coup de fil pendant qu'il discute. Ils sont sur une immense terrasse. Voilà, il reçoit un coup de fil pendant qu'il discute. Et, en fait, lui dit attention, il y a des snipers tout autour sur les toits. La personne en face de vous est extrêmement recherchée. Faites comme si vous n'avez rien, comme si vous n'aviez pas reçu l'appel. Et là, la personne, je me rappelle plus ce que c'est malheureusement, mais c'est une phrase en plus qui était très marquante et elle m'est sortie de l'esprit. Mais il lui dit quelque chose en fait pour essayer de faire comprendre à Damien parce qu'il y a des gens autour de lui. Donc en fait, même là aussi, pareil, il est bienveillant envers lui. Il essaie alors qu'au téléphone, on lui a dit justement de faire semblant de n'avoir pas reçu d'appel pour qu'il puisse l'arrêter tranquillement, en fait. Lui, il Et essaie de François, le faire. François Damiens lui fait répéter plein de fois en faisant semblant de ne pas avoir compris. C'est pour C'est, ça qu'en euh, plus, c'est- la phrase, on aurait dû retenir la phrase, mais heureusement, je Moi, m'en j'ai pas souviens retenu plus. non plus. Ouais, Et le film date un peu maintenant. Il est ouais sorti en 2017, je crois. Ouais, c'est ça, je Ouais. crois. Et d'ailleurs, Je ce le qui est trouve pas. intéressant aussi. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les scènes de fiction pure, entre guillemets, enfin, les scènes totalement jouées, en fait, notamment avec son fils, etc., entre les scènes qui sont souvent pour raccorder parfois certaines scènes de prank, elles sont complètement ratées, en fait, généralement, mais c'est pas grave pour le film. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans le film, même par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que le film, ça permet de voir aussi ces scènes-là, ça permet de voir en fait que ce qui fait le film, c'est au moins autant François Damiens que tous les gens piégés, comme on dit en fait, qui sont pas si piégés que ça au fond, mais qui jouent au début contre leur gré, puis qui ensuite évidemment de figurer dans le film, mais voilà. Mais moi, je pensais à autre chose. C'est que finalement, ce qui a lancé ça, c'est pas un truc de caméra cachée, mais le premier dispositif qui va vers ça, ce serait Jackass. Et moi, j'ai découvert les films de Jackass il y a peut-être 1 ou 2 ans et j'étais extrêmement impressionné par, encore une fois, le goût de la violence totalement gratuite et la prise de risque. Mais bon, après, c'est le sujet de Jackass, mais je pensais pas que ça allait si loin et dans les films, c'est extrêmement dangereux. Il y a un truc aussi qui est très agréable dans Jackass, c'est la présence de guest stars, où il y a des gens extrêmement connus. Il y a notamment celui qui a réalisé, le réalisateur, oui, John Waters, c'est ça? Oui, le réalisateur John Waters, qui apparaît dans une prank de Jackass, et il y a aussi Henry Rollins, le chanteur de Black Flag, qui joue dans quelques films et qui, pareil, fait des pranks assez dingues. Je sais pas si vous avez vu les films Jackass, mais il faut vraiment les voir, c'est des trucs vraiment complètement dingues. Après, c'est toujours un peu gêne, enfin, il y a toujours une gêne vis-à-vis de la gratuité du dispositif, et en même c'est ce temps, que il y a une j'allais espèce dire. d'admiration. Il y a une espèce d'admiration pour justement la bêtise du truc et la prise de risque, et qui est aussi ce que font les gens qui font des pranks en fait. L'idée d'impliquer son corps, mais d'une manière qui est. Même quand ils prennent pas, parce qu'ils font de manière, s'ils prennent jamais non plus d'énormes risques, mais il y a une manière de s'impliquer et d'aller jusqu'au bout, vraiment de risquer, enfin de se ridiculiser, mais pire que se ridiculiser en fait, c'est-à-dire vraiment de. Enfin, c'est vraiment ce mélange réalité-fiction, quoi. C'est-à-dire d'aller incarner à fond et auprès de quelqu'un, les yeux dans les yeux, quelqu'un de parfaitement ridicule et même parfois de, de limite, quoi. Des gens, c'est pas le cas dans mon cas parce qu'il est très sympathique, mais parfois François Damien, c'est même souvent, il joue des gens pas du tout sympathiques. Et Jackass, en fait, pour moi, serait un peu la source. Après, il y en a peut-être d'autres. Notamment, il faudrait peut-être que je vois les films de Sacha Baron Cohen parce que j'ai vu quelques extraits de Borat, c'est assez incroyable quand même si, Ah ouais, mais pareil, les Sacha, gens étaient Sacha toujours très Baron gênés. Cohen, Sacha Baron Cohen, il a vraiment perdu, je trouve, ce qui faisait son sel, parce que maintenant, il est vraiment dans la fiction-fiction, avec ses personnages, etc. Mais c'est vrai que Borat et Bruno, c'est vraiment des films assez sidérants. Et je trouve même que Bruno va beaucoup plus loin que Borat encore. Jackass, c'est fou ce que tu dis, parce que j'allais dire, et c'est très bête de le dire, mais ce qui est à la fois complètement fascinant et aussi qui devient très vite gênant, c'est l'absolue gratuité du truc. C'est-à-dire que c'est quand même des films. À la base, c'est une série pour MTV, mais les films sont quand même des films. Et moi, je pense notamment le premier que j'ai vu, c'est Jackass 3D, qui est un film avec des moyens, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment beaucoup de moyens pour faire des cascades, parce qu'en fait, c'est ça, pour très dangereuses, pour aucun but. Il y a aucun but, en fait, si ce n'est de filmer ça, en fait. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'effet recherché particulier. C'est que c'est même pas fait pour qu'on les admire, parce que c'est trop ridicule pour vraiment qu'on soit en pure admiration, en mode, waouh, quel courage. C'est, ils assument complètement la stupidité du truc. En même temps, c'est complètement spectaculaire. Mais en même temps, c'est tellement violent, etc., qu'on ne peut pas s'arrêter au côté purement spectaculaire. On peut pas pleinement profiter, en fait, du côté spectacle, tellement
peur quelque part. Et il y a eu des trucs assez graves hein, Bah, il y en a sur plusieurs qui sont Jackass. morts en fait. Mais Enfin, aujourd'hui. je crois pas qu'ils sont morts sur du Non, c'est Jackass. pas ça, mais en fait, ça a abîmé leur santé. Il y en a plusieurs Oui, enfin, il y en a plusieurs qui sont sans doute morts parce que leur santé était détruite par Jackass en fait. et puis en fait c'est assez fou l'impact que ça a eu sur beaucoup de gens et moi ce qui m'a toujours fait rire c'est le petit message ne faites pas ça chez vous. Ces cascades sont réalisées par des professionnels alors que pas du tout, c'est pas du tout des cascades ou des professionnels, c'est juste une bande de potes un peu débiles qui font les cons comme n'importe qui. Et en fait, il y a ce truc assez. Puis ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la télévision, en fait, où je pense que Jackass, c'est aussi typiquement à la base beaucoup plus un truc de télé que d'Internet. Parce que quand ça arrive à la télé américaine, c'est un moment où la télé américaine est en pleine mutation et où ce truc-là débarque tellement littéralement de nulle part. C'est-à-dire que c'est un programme qui ressemble littéralement à rien. Ce que vous regardez, la série, c'est très différent des films. La série, c'est tourné avec des caméras dégueulasses, entre potes, c'est amateur en fait. C'est des gens qui faisaient ça dans leur quartier, etc. C'est pas produit du tout à la base. Et après, le programme s'est développé, c'est devenu un programme beaucoup plus produit, etc. Et ça, bien avant Internet. Je me Et demande si c'est pas lié au fait que les caméras cachées, le grand sujet quand même des caméras cachées en général, c'est les conventions sociales et à quel point les conventions sociales peuvent être figées. Justement, c'est essayer de les assouplir ou de les briser ou de les contourner, etc. Et la télé, c'est quand même le lieu de la fixation d'une identité sociale, si on veut. Parce que le cinéma, pas du tout. Et Internet, c'est discutable. Mais la télé, c'est quand même le lieu de. Et je pense que c'est aussi pour ça que s'est retrouvé le champ privilégié de la caméra cachée. et Je sais ça, pas, hein, hypothèse, hein, mais. de toute façon, ce qui est assez fascinant aussi, c'est que le peu de caméras cachées qui se développent vraiment sur Internet sont immédiatement absorbées par la télé. Enfin, typiquement, Greg Guillotin, il s'est retrouvé tout de suite sur C8. Loris Giuliano, qui fait pas vraiment de la caméra cachée, mais qui a un dispositif aussi de rencontre des gens dans la rue avec parfois une forme de jeu, etc. Il vient de la radio. Il a commencé Mais Loris, chez... par contre, il a fait le chemin inverse, il me semble, parce Bah, qu'il est oui, mais passé de la radio et de la télé, et maintenant il est sur Internet oui, exclusivement. c'est Enfin, ça. pas Mais je veux exclusivement, dire, mais il vient de la télé, il vient de la radio. Il était chez Koé. Je crois que les premières traces que j'ai trouvées, enfin que j'ai vues de lui sur ouais. Internet, c'était chez Koé. Donc tu vois, il vient en tout cas de ces médias-là, etc. Mais oui, lui, il a fait plutôt le chemin inverse. Du coup, il y a peut-être un truc très lié à la télé, où en même temps, il y a toujours tellement le mot est un peu fort, mais il y a quand même un peu je pense que c'est beaucoup plus vrai aux États-Unis d'ailleurs, mais il y a un esprit de subversion quand même parfois assez radical. Et c'est marrant d'associer ces notions, mais en même temps, certains de ces trucs les plus radicaux viennent de la télé. Et j'ai presque l'impression qu'ils n'auraient pas vraiment pu venir d'ailleurs, parce que je me dis, le Rick André Show, si ça arrive sur Internet, est-ce que finalement c'est pas noyé comme un truc parmi d'autres et où ça peut fasciner quelques personnes, mais finalement le fait que ce soit la télévision, ça devient quelque chose de beaucoup plus impactant et violent aussi pour le spectateur, pas violent au sens où on se prend un coup de poing pour renouer avec les notions qu'on n'aime pas trop ici, mais violent dans la mesure où ça vient vraiment ébranler ce qu'on a l'habitude de voir et la manière dont on a l'habitude de s'inclure nous-mêmes en tant que spectateur dans le flux qu'est la télévision, quoi. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que, pour prendre comme exemple le Eric André Show, euh, ce que je voulais dire quand j'ai commencé à parler, enfin, il y a 2 secondes, c'était que c'est une question de moyens. Mais en fait, aujourd'hui, Internet, il y a des émissions sur Internet qui ont des moyens similaires à la télé. Donc, c'est pas tant une question de moyens qu'une question au sens le plus noble de production. C'est-à-dire que la télé, c'est quand même un endroit où il y a des structures de production hyper stables, hyper presque banales, quoi, qui font leur taf très bien, qui, s'ils veulent contacter quelqu'un, ils le contactent. S'il faut construire un studio, ils font ça très facilement. Alors que Internet est encore en train de patauger. Peut-être qu'Internet part. Peut-être que c'est un peu facile ce que je vais dire, mais peut-être que Internet est tellement libre qu'au final, si on est vraiment totalement libre, on peut pas faire le Eric André Show. Parce que le Eric André Show, c'est possible que si on a des toutes petites contraintes qui font que on a un studio, un format de 20 minutes, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, sur Internet, ça pourrait pas marcher parce que ce serait à un moment, ça aurait pas cette régularité incroyable qu'a eu le Eric André Show, et qui d'ailleurs est subverti petit à petit, en fait. Parce qu'en plus, le Eric André Show, on voit bien qu'au fur et à mesure des saisons, le dispositif change beaucoup. Dans la saison 1, il y a très peu d'invités parce que c'est un tout petit budget, et c'est surtout Eric André qui se met en danger avec cette partie que tout le monde connaît avec un grizzly qui débarque sur le plateau. Ça, c'est vraiment grave, par contre. Dans un des premiers épisodes du Eric André Show, il y a un ours qui débarque sur le plateau, donc là, c'est encore autre chose. Et dans la dernière saison du Eric André Show, où en fait il y a de plus en plus d'invités qui sont au courant du dispositif et ça change la manière dont la série est faite. Notamment le fait qu'en fait il s'agit de les mettre mal à l'aise quoi qu'il arrive, notamment en sentant très mauvais parce qu'on sait, enfin, le studio pue,
il y a des pigeons dans le plateau, puis Eric André a raconté qu'il s'était pas lavé pendant plusieurs mois pour préparer la dernière saison du Eric André Show, donc ils sont extrêmement mauvais. En fait, tout le monde le sent sur le plateau. L'invité, on voit à leur gueule d'ailleurs, dès qu'ils sont à côté de lui, il pue sa mère, quoi. Et donc du coup, enfin, et donc en fait, c'est peut-être pour ça aussi que la télé permet ça, parce qu'il y a à la fois cette liberté, parce que ça coûte pas cher, et que il y a un espace à, ne serait-ce que parce qu'on va chercher à faire des sous en fait. Du coup, on va chercher à investir un espace qui n'est pas encore investi. Typiquement, ce que Jackass a fait, ça coûte pas cher, mais c'est ce que les gens voulaient voir. C'était voilà le début Internet et il y avait déjà les émissions de télé-réalité, mais c'est encore autre chose que la télé-réalité. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la télé-réalité, mais c'est encore un autre sujet qui est peut-être plus large ou parallèle, D'ailleurs, qui d'ailleurs n'est à l'époque. petite anecdote, je sais pas si j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, mais la première saison, pardon, de Love Story, qui était diffusée sur le 6 à l'époque, faisait partie du top 10 des films, des cahiers du cinéma, l'année où la série L'année avait où ils été sont sortis. diffusée. Et je me souviens que j'avais découvert ça assez jeune et que ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Je m'étais posé beaucoup de questions à propos de ça, mais ça révèle à un moment donné aussi les réflexions qui ont pu être portées sur la télé-réalité et qui ont pas disparu, mais qui maintenant ont été largement relayées au second, voire troisième plan. La télé-réalité a beaucoup changé aussi. Il y a Oui, une sorte absolument, bien sûr. d'aspiration justement. Tout a été aspiré et tout a été mené vers un extrême contrôle en fait. Et je pense que Oui, ce qui rapproche en fait la caméra cachée de la télé-réalité, c'est dans les deux cas, c'est la question du contrôle et du cadre, je pense, quelque chose de comme ça. Enfin, pour la télé, pour la caméra cachée, ce que tu disais, Pierre, en fait, je suis assez d'accord. C'est en fait, on peut pas casser le plateau s'il n'y a pas un plateau bien établi et si justement c'est pas déjà subversif de casser le plateau, quoi, si on veut. Ça, en fait, tout l'enjeu des caméras cachées aussi, c'est de dire il y a un cadre rigide, serré, et on va voir ce que ça donne si on essaie de placer le cadre, de casser le cadre, de dessiner sur les bords du cadre, etc., etc. En fait. Et d'ailleurs, je pense que alors je connais pas du tout en fait les téléréalités américaines, je les connais de nom, les téléréalités pardon, les caméras cachées, Jackass, Eric André, etc. Je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. Mais d'après ce que vous me dites, ça m'a l'air d'être généralement beaucoup plus euh, beaucoup plus radical, disons que les françaises ou la belge de François Damiens. Je me demande si c'est pas dû aussi justement à ces histoires d'espace en fait. C'est que l'espace est plus large aux États-Unis, l'espace social est à la fois plus large et plus ouvert aussi, plus ouvert à un champ des possibles. Parce qu'en France, il y a quelque chose de une sorte de rigidité et peut-être même on pourrait dire de pudibonderie ou quelque chose comme ça, un côté un peu fermé, un petit peu je sais pas comment dire ça, mais en tout cas très cadré et très fixé, qui fait que du coup les téléréalités françaises les téléréalités, pardon, les caméras cachées, euh, vont avoir un champ moins ouvert, mais ça va être aussi très intéressant à faire. Bah, Mais je sais pas, je me demande. mais par exemple, je me rends compte, j'avais pas pensé, peut-être que ça se vérifierait pas, mais j'ai l'impression que les caméras cachées françaises partent souvent de quelque chose de quotidien et de banal et vont foutre quelque chose dedans, quoi. Alors que les caméras cachées américaines, sachant que Jackass, c'est pas que il y a de la caméra cachée, mais c'est pas que de la caméra cachée, mais ça part de choses marginales, en fait. Tu vois, alors que tu vois François Damiens qui part du boulanger, du vendeur de hot dog, et des trucs comme ça, tu vois, ou de la poste. Alors que les caméras cachées américaines, ça va être, par exemple, la situation dans la rue, quoi. Quelqu'un qui va tout à coup être déguisé n'importe comment ou dans le métro. Tu vois, ça part en fait de choses marginales et folles. C'est qu'en fait, le lieu, à la limite, est banal, mais il est tellement banal qu'il est plus qu'un décor. Et d'ailleurs, Eric André, énormément de ses pranks sont dans le métro, mais tout de suite, il sort du truc. Il fait pas du tout un geste connu du métro poussé à l'extrême. Par Non, exemple, une caméra cachée dans le il arrive tout de métro. suite déguisé, il arrive tout de suite déguisé et il est directement dans l'interaction Ouais. humoristique ou autre, quoi. Parce que aussi peut-être parce que en France et en Belgique, il y a la possibilité de révéler quelque chose de caché, tandis qu'aux États-Unis, les choses sont beaucoup moins cachées en fait. On cache beaucoup moins de choses. Je sais pas, hein, c'est une question, mais et d'ailleurs ça me fait repenser en fait à ce qu'on disait au début sur Los Angeles et sur les pauvres et les riches presque qui sont au même endroit, etc. Tandis qu'en France, on relègue la pauvreté sur les bords et on la cache en fait justement. Et dans la façon de fonctionner même au quotidien dans l'espace public aussi quelque chose de ça, je pense, de beaucoup plus toujours tendance à cacher quelque chose de notre identité, ne serait-ce qu'en fait un truc tout simple, c'est que la façon dont on se comporte en famille ou chez soi ou avec ses amis est tout à fait différente de la façon dont on se comporte quand on va dans un petit commerce où on pourrait trouver un François Damiens qui joue un boulanger ou quoi que ce soit, tandis qu'aux États-Unis la
est quand même beaucoup moins, beaucoup plus flexible, j'ai l'impression. Alors là, c'est une généralité évidemment, mais je pense que culturellement, il y a quelque chose aux États-Unis beaucoup plus relâché vis-à-vis de ça et qui du coup entraîne les caméras cachées sur un autre terrain. Donc tu disais que c'était plus radical, et c'est même aussi plus radical en termes de forme, ne serait-ce que le montage. Où souvent c'est beaucoup plus court en fait, parce qu'on va retenir vraiment un essentiel et puis on va charcuter le truc presque de manière punk, alors que les caméras cachées françaises vont beaucoup plus prendre le temps de construire une petite histoire, de laisser de la place aux personnes, de construire les dialogues, et de laisser en fait l'humour se construire aussi à partir des dialogues, ce qui est beaucoup moins le cas en tout cas des deux cas qu'on a cités, de Jackass et Eric André, où comme on le disait en début d'émission, les caméras cachées d'Eric André durent maximum 1 minute. Et il se passe beaucoup de choses en 1 minute. Mais c'est vrai ce que tu dis sur la forme. Ou 1 minute? 1 minute. Ah oui, ça dépasse jamais, allez, 1 minute 20, générique compris, quoi. Genre, parce qu'évidemment, c'est assez connu d'ailleurs, il y a beaucoup de parodies, mais la plupart des caméras cachées d'Eric André se terminent par un freeze frame, donc l'image s'arrête et il y a marqué Will be right back, comme s'il y avait un problème de diffusion, tu sais, parce que évidemment, ça s'arrête toujours à la seconde où un mec commence à lui foutre une droite, et là, ça s'arrête tout de suite. D'ailleurs, il y a aussi le fait que les caméras cachées aux États-Unis ont tendance à tout simplement à flirter avec la loi, en fait. Eric André a dit plusieurs fois que. Et d'ailleurs, il raconte dans une émission qui est très drôle, qui est pas loin d'être aussi dans le même dispositif. Je sais pas si vous connaissez The Hot Ones sur YouTube, qui est une émission où en fait un mec interview des célébrités en mangeant des wings de poulet de plus en plus épicés, avec des sauces de plus en plus épicées. Donc au début, ils discutent et à la fin, ça devient une espèce d'épreuve physique de répondre à des questions totalement banales. Et donc dans cette émission, Eric André a fait une émission qui est très drôle. À la fin, évidemment, encore une fois, tu parlais, Louis, du fait que le personnage s'étire. À la fin de l'émission, il se casse des verres sur la tête. Tous les verres qui sont sur la table, il les casse sur sa tête à la fin de l'émission. Bref, et donc dans cette émission, il dit qu'il a déjà été arrêté pour une caméra cachée. Le mec lui demande laquelle, et Eric André répond juste mon avocat m'a dit de pas répondre. C'est un truc comme ça. Et en fait, il y a toujours un risque par rapport à la loi. Et d'ailleurs, je suppose, moi, même si on ne sait pas, que le film Bad Trip a été retardé à cause de raisons légales. Sans doute parce que des gens disaient non, non, je ne veux pas être dans le film et qui voulaient absolument le garder. C'est pour ça que le film a été reporté plusieurs fois, à mon avis. Alors qu'en France, je pense qu'il y a à part peut-être justement Guillotin, mais est-ce qu'il serait pas influencé par la caméra cachée américaine? Je pense que très rarement on va flirter avec la loi. Ça arrive quand même très rarement. On n'en a pas parlé, mais en France, il y en a un, je trouve, qui est allé très très loin, peut-être dans le sens très négatif du terme aussi, et qui est pas du tout un mec qui fait ça habituellement en plus, en tout cas, c'est pas sa spécialité, c'est Cyril Hanouna, qui a quand même fait cette caméra cachée où il piège un de ses chroniqueurs, Mathieu Delormeau, où en fait, il lui fait croire qu'il y a eu un meurtre, tout simplement, chez lui, et qu'il va faire porter le chapeau à donc son chroniqueur. Je sais pas si vous l'avez vu ça, mais ça Je sais c'est. qu'il fait souvent ça. En fait, ou même des pièges. Il fait Ah des non, mais pièges au là, téléphone ça allait aussi. loin, parce que en fait, le piège a duré plusieurs jours, et Delormeau a appris très tard, plusieurs jours après, que c'était pas vrai. Donc c'est-à-dire qu'il a fait vivre un proche à lui plusieurs jours, en pensant qu'il allait être accusé de meurtre. D'un meurtre qui avait eu lieu sous ses yeux, en plus. Parce que du coup, la caméra cachée, pour raconter le dispositif, c'est il y a une réunion chez Hanouna, je crois. Delormeau arrive, et puis il discute, et puis il y a un autre mec qui arrive, je sais plus pourquoi, il y a une embrouille, Hanouna le pousse, le mec passe à travers une table, et il fait croire qu'il est mort ou dans le coma, ou en tout cas très mal en point. Et Hanouna fait le mec qui panique en disant bah écoute, moi je suis trop connu, j'ai trop de responsabilités, écoute, je te donne beaucoup d'argent et on fait croire que c'est toi qui as fait ça, quoi. Et ils sont très amis a priori dans la vie, et du coup, Delormeau fait bah non quand même et tout. Et après il y a d'autres trucs, je sais plus quoi, et ça dure plusieurs jours, ils ont filmé, ou ils ont plusieurs rendez-vous dans les studios dans leur émission de télé, etc. Et ça, pour le coup, j'avais trouvé ça extrêmement choquant, et en fait, c'était pour une émission de prank qu'ils avaient fait sur la TNT. Et le moment où la caméra cachée est diffusée, on voit que Delormeau est en larmes, et il a le comportement physique de quelqu'un qui est quasiment en post-traumatique, quoi. Et où, en tout cas, il a vécu un truc qui l'a profondément ébranlé. Et là, ça pose un peu aussi la question de la limite. Et depuis tout à l'heure, ce serait presque peut-être une manière de terminer. On disait des fois c'est un peu limite, etc. Et de se poser la question justement de où est-ce qu'elle est la limite. C'est-à-dire jusqu'où on inclut les gens là-dedans, et jusqu'où en fait si tu le pièges, jusqu'où c'est tolérable de les piéger, jusqu'où on jusqu'où on va avec les gens à leur insu, etc., etc. Et moi je pense que c'est une des rares fois où j'ai trouvé qu'il y avait une forme de limite, parce que c'était très efficace dans la mesure où c'était assez drôle, et ça allait loin, et c'était bien fait, etc. Mais tout à coup, il a joué littéralement avec la santé mentale de quelqu'un.
de manière très grave, parce que là, il peut y avoir des conséquences sur la vie de la personne qui peuvent être très très sérieuses et très graves. Et là, pour le coup, ils sont Bah, pas physiques, directement, en tout cas, il peut y avoir des complications physiques, mais là, c'était psychologique, mental, tout ce que vous voulez, mais je trouvais que ça touchait à la limite de quelque chose. c'est marrant parce que ça me fait penser à, je crois que c'est dans l'un des films Jackass, dans le 1 ou le 2, je pense que c'est à la fin du 2, où en fait, il y a une espèce de double prank où quelqu'un est censé pranker un chauffeur de taxi, et en fait, l'équipe de Jackass prank un de leurs membres en donnant une fausse arme au chauffeur de taxi, qui du coup menace le mec de Jackass qui est en train de pranker. Et donc en fait, c'est un dispositif qui est similaire parce qu'en fait, ça dure pas plusieurs jours, mais ça dure plusieurs heures parce qu'en fait, la prank que je vais raconter, parce qu'en plus elle est assez drôle, même si elle est encore une fois très limite, mais pour d'autres raisons, c'est qu'en fait, tu as deux personnes de Jackass qui se mettent des fausses barbes et qui s'habillent en gros en terroristes islamistes, ce qui n'a pas de très bon goût, qui vont à l'arrière d'un taxi et qui en fait disent au taxi, ouais, conduisez-nous à l'aéroport, et qui marmonnent des trucs en arabe au fond du taxi. En fait, ce qui se passe, c'est que le chauffeur de taxi est dans le coup avec le reste de l'équipe, les menace d'une arme et les fout dans le coffre. En bloquant le coffre et tout. Et donc, du coup, il y a effectivement ce côté équivalent. Et là, c'est une société qu'imaginer, parce qu'au-delà du côté qui, en fait, est malheureusement, sans doute, en fait, aujourd'hui, si je le reverrai, je pense que ça me frappera à quel point, à mon avis, c'est complètement raciste. Il y a quand même ce côté, une angoisse qui est très grave, quoi. Et on se demande, bah, après, Jackass, ils vont jusqu'à leur santé physique, ils risquent leur vie tout le temps. Mais là, pour le coup, c'est pas forcément des caméras cachées. Là, c'était une caméra cachée, du coup, une espèce de double caméra cachée, où il y a quelqu'un qui, tout à coup, est terrorisé, quoi. Tu sens vraiment, il a peur que le chauffeur de taxi le tue. Donc il y a des angoisses c'est similaire. C'est vrai que moi, c'est vraiment ce que je me doutais qu'on allait en parler si on parlait de caméra cachée. Et j'arrive pas à dire où est la limite. Peut-être qu'elle se passe dans la manière dont on annonce qu'il y a la caméra. Qui est, comme tu disais, Melaine, est le moment le plus touchant. Le générique de fin de Bad Trip d'Eric André, c'est ça. Et c'est magnifique, vraiment. Il y a des trucs, notamment parce qu'en fait, il y a des gens qui, à cause des caméras cachées, se retrouvent dans des positions héroïques dans Bad Trip. Ils doivent sauver la vie de quelqu'un. Et en fait, quand on leur dit qu'il y a une caméra, il y a des espèces de trucs drôles parce qu'en fait, les gens qui organisent les caméras cachées disent mais, putain, mais bravo, moi j'aurais jamais osé faire ça parce que bon, une des situations par exemple, c'est qu'il y a une voiture la voiture donc qu'ils ont pour tout le film finit par exploser et en fait les deux se tapent entre eux, les deux copains, ils finissent par se battre entre eux. Il y a un mec qui arrive, qui les sépare, qui leur dit non, vous allez régler ça comme des adultes, arrêtez. Et là, tout à coup, quand on annonce qu'il y a une caméra, le mec est choqué. Et en même temps, il y a une espèce de côté, le mec, elle est complètement dans le bien pour un truc qu'il ne le regardait pas. Et ça arrive plusieurs fois dans le film, notamment à la fin, où il y a vraiment l'idée qu'il y a des personnages qui vont sauver la vie de quelqu'un, en fait, mais qui n'est pas du tout mis en danger. Et du coup, quand la caméra est annoncée, c'est encore plus émouvant. Et peut-être que ça repose en partie là-dessus, sur comment c'est annoncé. Par exemple, ce que tu me dis, Louis, c'est que dans celle de Hanouna, après, moi, Hanouna, en plus, à la fois, c'est un personnage qui, je pense, pourrait être fascinant, et en même temps, j'ai plus que du mal. J'ai l'impression qu'en fait, il apprend que c'est faux sur le plateau. Non, je crois pas. Je crois qu'il l'a Ah, appris. d'accord, Il oh, c'est l'a encore appris pire. quelques temps avant, mais ça a duré. Je crois que ça a duré 3 jours, un truc comme ça. Mais même si c'était que 2 jours, ou même si c'est une semaine, finalement, c'est déjà beaucoup trop long en fait. Mais sur le Je sais pas plateau, si sur on le plateau, pourrait. sur le plateau, on sent il a pas encore digéré le truc et qu'il est encore sous un espèce de choc. Mais ça, c'est une bonne question. Je sais pas si on pourrait imaginer une espèce d'éthique de la caméra cachée, parce que le principe est toujours de piéger quelqu'un et d'aller contre ce qu'il pense, en fait. Et donc, en fait, c'est assez difficile. Une fois qu'on part à partir du moment où on part de l'idée qu'on va mentir à quelqu'un et l'insérer dans une situation qui est stressante contre son gré, et qu'on va le faire intégrer ça, en fait, il y a des niveaux de violence qui changent, mais l'idée en soi peut être très gênante. Et je sais pas où ça s'arrête, en fait. Je sais pas ce qui fait que des fois ça me gêne et des fois non. Ouais, moi, j'avoue que là, ton récit de Hanouna et de leur mot m'a mis très mal à l'aise. Je connaissais pas l'histoire, mais c'est vraiment assez terrible. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Ça, mais d'ailleurs, je vous rassure, hein, le CSA avait été saisi, ça avait globalement choqué les gens. Hein. Les gens avaient pas trouvé ça banal et c'est un truc qui avait quand même pas mal fait parler et les gens avaient été choqués quand même. Ouais, ouais, cette question de la limite, moi, c'est vrai que je me la pose tout le temps, et même en fait pour François Damiens, même pour les vidéos de François Damiens, qui parfois peuvent sembler assez banales et pas méchantes en fait, mais il y a quand même toujours effectivement cette question, ce truc qui est en fait amener les gens à faire quelque chose contre leur gré, en quelque chose. Tout simplement en fait à être filmé contre leur gré déjà, il y a rien que ça en fait, c'est la question. Ça pose toujours un problème, mais en fait je crois que c'est très lié pour le coup à un problème global de la caméra et de la relation de pouvoir qu'induit la caméra avec celui qui est filmé, celui ou celle qui sont filmés. Je pense que ça, c'est toujours le cas et que ça ressort en fait de façon saillante avec la caméra cachée, puisque
il n'y a pas l'autorisation et même pas la connaissance qu'il y a une caméra. Mais je pense qu'en fait, c'est là tout le temps, même avec des acteurs, même avec. C'est là tout le temps, en fait, dans le cinéma, cette question de à quel point, enfin, où se trouve peut-être la limite, mais même, c'est même pas forcément une question de limite, mais c'est prendre la responsabilité de la relation de pouvoir qu'induit une caméra, je pense. Et ne serait-ce que, même en fait, s'il y a quelqu'un en face de toi qui est tout à fait consentant à être filmé et que toi tu tiens une caméra, il y a quand même quelque chose de l'ordre du pouvoir, je crois. Quand même quelque chose de là où tu dois te dire, je peux pas le filmer n'importe comment, je peux pas faire n'importe quoi avec ça. Et en quelque sorte, en fait, c'est pas tellement je le manipule, mais je suis en train de former une image de quelqu'un d'autre que moi-même, en fait. C'est ça. Je suis en train de faire une image, de construire une image de quelqu'un d'autre que moi-même. Et à partir de là, il y a une responsabilité à prendre. Mais d'ailleurs, plutôt, je parlais du fait que les gens face à une caméra perdent leurs moyens. Et ça, c'est lié à ça aussi, en fait. C'est qu'il y a à la fois la responsabilité de la personne, et même, bon là, pour le coup, c'est pas des caméras cachées, parce que c'est par de gens qui voient la caméra. Mais il y a ce truc, je sais plus comment il s'appelle, c'est un mec qui fait énormément de vidéos YouTube, il a écrit pour des chaînes YouTube, etc. Et il fait des faux micro-trottoirs. Où en fait, il va Ludovic, poser non? des. Oui, c'est ça, c'est Ludovic, qui sont d'ailleurs parfois assez drôles, mais qui, pareil, sont très limites, où je parlais plutôt du fait que face à une caméra, tu demandes à quelqu'un de faire un truc, il va s'exécuter immédiatement. C'est un objet de pouvoir, mais en fait, on dirait que c'est hyper théorique quand on dit ça. Mais en fait, il suffit de voir les caméras cachées de Ludovic. C'est qui sont pas plutôt les faux pranks, enfin les pranks trottoirs de Ludovic, où en fait, c'est même pas une accusation, d'ailleurs, c'est le sujet presque de ces pranks. Parce que, par exemple, il va dire à quelqu'un, il va poser une question à quelqu'un, la personne va raconter évidemment une connerie, parce que quand tu fais un micro-trottoir, les gens peuvent raconter que des conneries. Et en fait, il va pousser les gens jusqu'à ce qu'ils disent le plus possible de conneries. Il veut leur dire, et en fait, il leur fout la pression en quelque sorte. C'est le principe de ça. Et en fait, ça, c'est dans ce genre de truc qu'on se rend immédiatement compte d'à quel point la caméra, c'est un objet de pouvoir, mais matériel. D'ailleurs, n'importe qui, je pense que personne n'est habitué, à part les acteurs, et encore. Tu mets une caméra devant quelqu'un, mais il perd tous ses moyens, il fait ce que tu lui dis. Vraiment, tu filmes quelqu'un dans la rue, même la télévision fait ça tout le temps. Enfin, je parle des micro-trottoirs, c'est l'exemple parfait, quoi. Si les gens racontent que des conneries pour les micro-trottoirs, c'est parce qu'en fait, c'est terrifiant une caméra. Et même sans l'idée de diffusion, je crois. Je pense que le fait que ce soit diffusé ou pas, ça change rien. Juste l'objet fait peur, quoi. D'ailleurs, ça ressemble à une arme, ça a souvent été mis en scène dans des films qui justement jouent avec le dispositif amateur. Notamment tous les trucs de fan footage, entre guillemets, les fictions fan footage, qui souvent font l'analogie, le fait que la caméra, c'est un objet quasiment de guerre. Parce que notre image, c'est pas quelque chose de complètement indépendant de nous-mêmes, en fait. C'est que, ouais, c'est ça, c'est l'image qu'on renvoie. Elle fait en quelque sorte partie de nous. Elle n'est pas nous directement, mais elle n'est pas complètement extérieure à nous non plus, en fait. C'est dans une sorte d'entre-deux. Et c'est pour ça que, du coup, quand c'est quelqu'un d'autre qui produit une image de nous, il y a quand même quelque chose de nous qui sort et on a envie d'avoir. C'est même important qu'on ait, disons, un droit de regard, en fait, sur cette image, quoi. Parce qu'on a contribué à la faire, en fait. C'est pour ça aussi que le moment à la fin de la caméra cachée, où on voit les gens découvrir qu'ils ont été filmés, il est très émouvant parce que c'est le moment du soulagement et c'est le moment ouais, ils se rendent compte que là, ils ont contribué à faire une image d'eux-mêmes aussi. Mais enfin, non, en même temps, je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai parce que sur le moment même, il n'y a pas directement cette conscience. Je pense que cette conscience vient un petit peu après. Sur le moment même, il y a juste le côté, en fait, j'étais face à une situation insolite. Je me rends compte que tout était préparé. Mais je pense que quelques minutes après, il doit y avoir très rapidement l'idée, tiens, bah, comment est-ce que j'ai participé à ça et, et comment je me suis comporté vis-à-vis de ça, etc., etc., en fait. Qui est Mais très d'ailleurs, important. dans ces dispositifs, souvent, ce que les gens qui les font disent, c'est qu'ils ont l'autorisation des gens pour les filmer, mais surtout, ils ne leur montrent pas les images. En fait, les gens découvrent ce qui s'est passé réellement quand c'est diffusé. La plupart des caméras cachées, si tu le montres aux gens, ils accepteront pas. Ce que tu dis, c'est c'était filmé et tu t'arrêtes là. Parce qu'en fait, si tu dis ce qui s'est passé réellement, ça marche pas. D'ailleurs, Nathan Fielder, avec Nathan For You, c'est complètement ça, parce qu'en fait, il raconte c'est sur Reddit où les gens lui posaient des questions, et il raconte qu'un jour, il commençait une émission, et en fait, le mec qui se faisait piéger, il sait qu'il y a des caméras, mais il pense que c'est une émission qui est là pour l'aider, alors que c'est une émission qui est là pour, même pas pour être méchante avec lui, c'est une émission qui est juste là pour faire de l'humour, en fait, à partir de ces situations, et la mener dans des situations totalement invraisemblables, qui parodient les techniques de management, etc. Et du coup, Nathan Fielder raconte quelqu'un qui lui posait des questions sur est-ce que des gens se sont déjà rendus compte du dispositif. Il dit oui, une fois, et on a dû arrêter le tournage. C'est-à-dire, en fait, si jamais les gens se rendent parfaitement compte de ce qui se passe, ça s'arrête immédiatement. Et les caméras cachées, on sait bien que les gens, l'important c'est de la signature sur un contrat.
C'est pas du tout qu'ils acceptent que leur image ait été comme ça. Donc même dans les meilleures caméras cachées, c'est gênant parce qu'on se doute que les gens ne peuvent pas voir, ne serait-ce que pour des raisons techniques, parce que les caméras avec lesquelles on filme, c'est très chiant de montrer les images aux gens, ça a aucun rapport entre le moment où c'est monté et les images telles quelles, etc. Et le Eric André Show, c'est complètement ça. D'ailleurs, on se demande même dans l'Eric André Show, dans les pranks, s'il a vraiment l'autorisation des gens. Parce qu'il y a même des gens qui interviennent dans les pranks du Eric André Show, on peut se demander s'ils sont vraiment, comment dire, si leur consentement à donner leur image est tout à fait éclairé, parce que c'est parfois des marginaux, parfois des gens, on se demande si c'est pas des toxicomanes, etc. Donc, Oui, là aussi, il va très très on loin. voit qu'il y a beaucoup d'états seconds aussi, en fait, mais pas que forcément dû à des substances ou autres, mais on voit qu'il y a parfois aussi un tel choc qui met dans un état second, et en fait, de manière générale, il y a un peu aussi cette idée, je pense, de l'état second, qui est quasiment de l'ordre de l'hypnose, en fait, c'est une forme d'hypnose. Pas du tout hypnose au sens de magie, mais hypnose au sens très médical, c'est-à-dire où finalement c'est très facile de mettre des gens dans des états seconds, parfois de manière même involontaire. Et je pense que la caméra fonctionne aussi pas mal comme ça. Et ça se vérifie, mais tout le temps. Je suis sûr que même vous avez déjà été confronté. Moi, une fois, j'avais eu le coup où il y avait France 3 pour un festival de cinéma. Ils viennent me voir en me disant est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur ce que vous allez voir? Et j'allais voir un film de Walter Hill, dont j'avais jamais vu aucun film, je savais à peine ce que c'était le film que j'allais aller voir, et j'ai pas réussi à dire non. Et du coup, j'ai dit n'importe quoi, je sais même pas si ça a été diffusé, j'espère pas, parce que je dis n'importe quoi. Alors que je sais que dans d'autres situations, j'aurais pu dire des trucs plutôt intéressants une fois que j'avais vu le film, ou en tout cas, pas totalement débiles, quoi. Une fois que j'avais vu le film et autres, alors que là, je dis littéralement rien, parce que j'avais pas vu le film, je connaissais pas tellement le réalisateur, etc., etc. Euh, et donc, il y a Du ce coup, truc t'as pas de, réussi à dire non parce que c'était la télé, c'est ça en gros, mais parce que parce c'était qu'en l'idée de passer à la télé? non, pas du tout. Moi, je m'en fous de passer à la télé. C'est surtout que il y a quelqu'un qui arrive avec devant toi, il y a un caméraman, quelqu'un avec un micro, et que enfin, je sais pas, sur le moment, dire non, c'est très très difficile parce qu'on a l'impression que on a l'impression que avec le dispositif qui est déployé devant nous, dire non, c'est comme dire non à quelqu'un qui te prépare un immense repas pour te faire plaisir, mais il y a rien que t'aimes dedans, mais tu dis pas non parce que tout a été déployé pour toi. Et en même temps, il y a un truc assez agressif où on te dit ah, est-ce qu'on peut machin et tu dis bah oui bon d'accord. Il y a une espèce de consentement qui est un peu forcé et en même temps assez sincère parce que on est, je pense, dans un état quasiment second. Et en fait, c'est une fois que le truc est terminé qu'on se rend compte qu'on aurait dû dire non et qu'on l'a pas fait. Parce que sur le moment, on se rend même pas compte forcément qu'on n'a pas osé dire non. Mais après, on se rend compte qu'on aurait dû dire non et qu'on l'a pas fait. Et le deuxième truc, c'est qu'on se rend compte qu'on a dit que de la merde et qu'on aurait juste dû passer notre chemin, etc. Mais que bah voilà, c'est fait. Et moi, quand je l'ai fait, d'ailleurs, on m'a absolument rien fait signer, etc. Parce que je pense qu'il y a des trucs de télé dans les lieux publics où on a le droit comme ça de filmer des gens sans faire signer de papier ni rien, parce que moi, j'avais rien signé. Et je sais absolument pas où c'est, je sais pas comment ça a été exploité, mais il y a quelque part mon image qui traîne et mes propos complètement merdiques quelque part qui existe quoi. Ouais, Mais il tout m'était ça pour arrivé, corroborer l'état second, on va dire quoi. il m'était arrivé un truc exactement similaire. Bon, je vais pas non plus tout raconter parce que c'est un peu long, mais pareil, j'étais dans la rue à Lille, et il y a quelqu'un qui me demandait, enfin c'était, je me souviens même, c'était des lycéens qui en fait faisaient un truc, des lycéens néerlandais et qui du coup faisaient filmer des gens. En fait, ils devaient poser, tu sais, des trucs, exercices en français, quoi. Ils devaient me poser des questions. Et je me souviens qu'ils m'ont demandé, c'était quoi mon livre préféré et mon film préféré, et j'ai dit un livre que j'aime pas et un film, juste le dernier film que j'avais vu. C'était quand même vraiment preuve que totalement, je dirais vraiment, tu racontes n'importe quoi quand t'es filmé. Mais d'ailleurs, pour peut-être pour terminer du coup, mais le fait que notre émission se déroule de cette manière et peut-être que la radio se prête beaucoup plus à ce genre de pratique parce que j'ai jamais essayé, mais si on faisait la même émission sur un plateau de télé, est-ce qu'on parlerait de la même manière, est-ce qu'on ferait la même chose, etc. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense, je pense pas. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on en parlait un peu avant l'émission. Et du coup, c'est drôle qu'on en arrive là sur la vitesse de parole, sur la façon dont s'organisent les échanges, etc. C'est vrai que rien que la façon dont on parle à partir du moment où on a mis le bot enregistreur et la façon dont on parle avant. D'ailleurs, on pourrait le préciser, on enregistre chacun en visio, en fait, depuis chacun son appartement, sa chambre, sa maison, etc. Et donc, en fait, on se voit en visioconférence comme un Skype, etc. Et du coup, rien que la façon dont on parle là, en fait, c'est déjà une façon différente de si on parlait dans un autre contexte. C'est vrai que ça, c'est
Et c'est notable et c'est remarquable. Et ça, je pense directement à voir, sans doute avec le fait de voir sa propre image en face. Et puis aussi le fait d'être en condition d'enregistrement de quelque chose qui sera ensuite diffusé aussi. Absolument. Bah, là, je pense qu'on a terminé. Moi, je voulais juste. J'avais une question que je me posais. J'avais eu une idée il y a quelques. Comme ça, voilà, je vais vous demander votre avis sur mon idée de caméra cachée. Parce que j'ai une idée de caméra cachée qui serait assez drôle. Je me suis dit, je ne connais pas de caméra cachée tragique. Et je me suis dit, il faudrait faire une caméra cachée tragique. Et je me suis imaginé, j'étais en Belgique à l'époque, donc je me suis imaginé à Bruxelles faire une caméra cachée. Et en fait, je vais voir les gens et je leur dis, je cherche mon frère. Est-ce que vous avez vu mon frère? Et c'est un truc de manière totalement tragique et sérieuse. Et je me suis demandé ce que ça donnerait. Est-ce que ce serait immédiatement drôle ou est-ce que ça donnerait des situations très. On parlait de caméra cachée touchante, mais qui partent quand même d'un point de vue comique, d'un personnage qui est drôle, en fait. Et je me suis demandé ce que ça donnerait si j'avais une manière très sérieuse en caméra cachée. Ça n'existe pas. Et en même temps, peut-être que tout à fait, tout de suite, ça devient gênant, en fait. Et Il y a intrusif. il y a il y a des Belges qui font ça, justement. Ça s'appelle Would You React, où ils mettent les gens dans des situations plutôt complexes dans ce genre, un peu genre une petite fille qui va aller les voir en disant je suis perdu, je sais pas où sont mes parents, pour voir comment vont réagir les gens. Mais là, eux, ils mettent ça sous le compte, sous le coup de l'expérience sociale. Alors qu'en fait, c'est de la caméra cachée dans la mesure où c'est aussi fait pour divertir, et c'est là où je trouve que c'est absolument dégueulasse. Oui, Et parce que en fait, dans mon idée, ça aurait été d'intégrer ça à une fiction, en fait, sur un homme qui cherche son frère. Et du coup, à quel point est-ce que je pourrais. Enfin, je me suis posé la question d'un point de vue en termes de résultats esthétiques et en termes entre guillemets éthiques, c'est-à-dire à quel point est-ce que mettre les gens dans une situation qui est plus du tout absurde, mais mettre les gens dans une situation qui est grave, est-ce qu'on peut le faire et pourquoi en fait? Je pense que ça produirait surtout de la gêne, et je suis pas sûr que la gêne ce soit le plus intéressant en fait en caméra cachée. Parce que la gêne est toujours là, mais ce qui est intéressant c'est aussi ce qui se passe à partir de la gêne. J'ai peur que ça produise juste une gêne seule en fait en quelque sorte. Je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Après je sais pas. Il y a quand même ça un petit peu chez François Damiens parfois. Par exemple la scène avec le footballeur dont tu parlais tout à l'heure, c'est une scène drôle, et qui en même temps a quelque chose de très triste parce que la scène en fait c'est François Damiens c'est dans une immense salle anniversaire toute moche, l'anniversaire de son fils. En fait, c'est vraiment tout moche. Il y a juste 3 ballons et une banderole joyeux anniversaire à mon fils. Ils invitent pour ça un footballeur professionnel d'un club, je sais plus, un club de Ligue 2 de Belgique, je crois, je sais plus. Et du coup, ils l'invitent pour ça. Et en fait, il n'y a même pas d'amis qui vient et tout. Et du coup, il y a juste le footballeur, François Damiens, c'est son fils. Le footballeur est dans une situation de gêne extrême parce que là, il est invité, en même temps, la fête est pourrie, en même temps, François Damiens tire un peu la gueule et tout. Ils se mettent à chanter Joyeux anniversaire et ils le chantent plein de fois et c'est extrêmement gênant et embarrassant. Alors la scène est très drôle, mais du coup je sais pas, je me demande si c'est ce qui est le plus intéressant en même temps en caméra cachée et en même temps cette scène-là en particulier, je la trouve très drôle quoi. Mais en même temps elle est drôle, mais est-ce qu'elle produit vraiment quelque chose d'intéressant? Je sais pas, à part le fait d'être drôle en fait. Par rapport à d'autres caméras cachées de François Damiens, ce qui me semble pour le coup extrêmement intéressante à plein de niveaux dont on a déjà parlé depuis tout à l'heure, etc. Sur les conventions, sur la façon dont on déplace son identité, etc. Là, en fait, à part la gêne même de se dire d'être devant quelqu'un qui est gêné en fait, c'est presque même problématique d'ailleurs, parce que c'est juste rire parce qu'on voit que la personne est gênée et parce que nous, on sait que c'est un prank en fait. Et c'est ça qui nous fait rire, c'est que nous, on sait que c'est un prank et on voit que la personne ne sait pas et qu'elle est gênée. Là, c'est problématique, c'est parce qu'il y a un regard un peu surplombant sur le footballeur en quelque sorte. en Je même dis temps, ça, elle m'a si fait tu, découvrir la scène, mais en même temps, en y pensant, je ne sais pas si c'est ce que la caméra peut faire de mieux, et je ne sais pas si moralement c'est très défendable aussi. Mais en même temps, ce que tu viens de décrire, est-ce que c'est pas l'essence même de la caméra cachée où ça repose toujours sur le principe qu'il y a une ironie dramatique quelque part et que quelqu'un sait et quelqu'un ne sait pas. Et que ce soit drôle ou pas, tout repose là-dessus et le rapport que tu as en tant que spectateur à la situation se construit quasiment systématiquement à partir de ça, quelle que soit la manière dont elle est déployée, que ce soit une fiction plus travaillée, etc., etc. C'est toujours ce principe-là, en fait. Que quelqu'un sait, que quelqu'un ne sait pas. Et tout repose sur ce quelqu'un ne sait pas, en fait. Quelle est la nature réelle de la situation Mais qui se déploie? ouais, mais je dirais que dans les bonnes caméras cachées, c'est le principe de base en fait, si on veut. À partir de, enfin, il se passe quelque chose à partir de ça. Et notamment, voilà, pour reprendre des exemples d'autres trucs de François Damiens, ce dont on parlait tout à l'heure dans Monquête avec le mec à côté de lui dans la salle qui le reconnaît à la télé et qui lui dit ouais tu peux t'enfuir par tel endroit. C'est pas juste la gêne et c'est pas juste le fait de savoir que lui ne sait pas qui est drôle. Là, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, d'une émotion, simplement la relation qui se crée, qui justement
insolite et en même temps émouvant. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent, qui sont pas juste simplement le regard surplombant. Et d'ailleurs, à ce moment-là, en tant que spectateur, on regarde pas la personne qui est à côté de lui, on le regarde pas d'une façon surplombante en fait. On regarde comme un personnage qui étonnant en fait, plutôt étonnant. On est plus étonné que, que moqueur en fait. Bon bah finalement on est resté sur un sujet assez précis, mais voilà, on en a bien discuté. C'était plutôt agréable et puis c'est d'autant que c'est un sujet qui nous intéresse et dont finalement on parle assez peu d'un point de vue, enfin comment dire, souvent on parle des caméras cachées en disant ah, celle-là elle me fait beaucoup rire, celle-là c'est très drôle, etc. Mais on s'interroge pas forcément ça montre et sur ce que ça implique, disons. En même temps, je généralise en disant ça, mais quand même, j'ai pas lu par exemple beaucoup de textes théoriques sur les caméras cachées. Je suis même pas sûr d'en avoir lu un seul. Du coup, c'est intéressant, je trouve, d'en discuter, même si je sais pas si on va très loin, mais en tout cas d'essayer de se poser la question, etc. Et donc, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui en ayant parlé du coup du Eric André Chaud, de la caméra cachée en général, de François Damiens. Et puis voilà. Donc, merci Louis. Merci Melaine et à très bientôt. Merci Pierre. Mais de rien, c'était un plaisir. Et du coup, à la prochaine sur la D17. Salut. Salut.